Eh bonsoir. Putain, tout le monde est a disparu et tout le monde est flou. Oh non. Non, c'est bon. Eh bonsoir la famille. Comment allez-vous ce soir? C'est bien entendu dimanche. C'est le talk du dimanche avec ce soir pour m'accompagner JB Pianiste, Samora Mwakast, et bien sûr Fibre Tigre. Ah, ça me fait super plaisir de vous retrouver les copains. Comment ça va JB par exemple? Comment ça va JB? Ça va très bien, j'ai fait ma rentrée, ça va bien. JB qui trépigne d'impatience parce qu'il veut absolument qu'on parle alpinisme ce soir. Samora, comment tu vas Samora? Ben moi je suis tellement content d'être là, Das, t'imagines pas. Je suis trop heureux d'être avec vous ce soir les gars. Ben nous ça nous fait plaisir de te recevoir, même si tes paroles ne sont pas suivies de ton physique. En termes de contentement. Ouais, bah, je te trouvais un petit peu... Ouais, vas-y, souris un coup là. Et voilà, ouais, c'est mieux. En vrai, c'est que je sais qu'on parlait d'alpinisme et j'ai peur de pas être pertinent parce que je n'ai jamais été à la montagne de ma vie. Alors, Samora, il n'y a pas de question de pertinence, on est sur le talk du dimanche. Okay. Ah oui, bah oui, pardon. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, Fibre, comment vas-tu, Fibre, déguisé en Père Noël aujourd'hui, Fibre? Bah, écoute, par le Dieu qui fait froid, j'ai une grosse... je vais dire les chiffres. En juillet, j'ai eu 1500 € de régulation EDF et j'ai dit plus jamais. Trop bien. Sachez que je vais pas ouvrir le gaz cette année, donc c'est pour ça que j'ai habillé le truc de Père Noël. Cela étant, Daz, j'aimerais bien la prochaine fois être à droite, JB Pianiste à gauche, toi au milieu, tu vois ce que je veux dire. Et mais bon, c'est pas, c'est pour les propos, c'était une petite blague. On va pas simplement parler de l'Everest. Ah, pour dire que les blancs encadrent les racisés. C'est ça? Non, c'est les obédiences, voilà. Mais sinon, autre chose. Ah, le fou. Ok. Sinon, autre chose. Mais JB, il sera en dehors de l'écran, oui. On va peut-être parler en plus de l'Everest d'un truc incroyable, c'est Kamala Harris Trump. Ouais. Et comme ce talk du dimanche, il est ultra bouillant, sachez qu'il y a 9 minutes, il y a eu un attentat sur le golf de Trump. C'est pas de la blague, je viens de l'apprendre là. C'est-à-dire qu'il y a eu des coups de fusil alors que Trump était en train de faire son petit golf dans sa Mar-a-Lago. Voilà. Non. Et alors les gens, d'ores et déjà, les gens disent mais attendez, coup monté, opération, blablabla, voilà. Donc c'est la. Ah, c'est marrant parce que. C'est marrant parce que justement, je voyais des gens qui s'interrogeaient là sur Twitter notamment, donc bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. En tout cas pour 42% de la population, bref. Je voyais des gens qui s'interrogeaient sur le fait que l'oreille de Trump est déjà heal, alors que celle d'Evander Holyfield, qui a été mordue par Mike Tyson il y a 4000 ans, il est toujours blessé. Et ils disent comment c'est possible. Ça repousse pas une oreille, c'est sûr. Mais oui. Non, mais parce que là, oui, je monte le son des autres. Oui. Vous êtes un peu complotiste. Moi, je pense qu'il est un très bon médecin. Et puis, c'est Trump. Il est aussi soutenu par Dieu en personne. Donc, je pense qu'il a apporté un peu une sorte de rétablissement. Donc, arrêtez de faire du complotisme. Ouais, peut-être qu'il est fast healer. Peut-être que... Mais oui, c'est Wolverine. Ouais, je pense qu'il faut pas être complotiste. Genre, soit tu l'es, soit tu l'es pas. C'est beau ça. Il faut pas être complotiste. Non, mais tu peux pas te dire, moi, je suis complotiste de Trump. C'est-à-dire, je crois que ça. Ah oui, mais pas du reste. Ouais. Mais pas de Covid, tu vois. Non, je pense qu'il faut pas être. Faut être complotiste de tout. Ouais, soit tu l'es de tout. C'est pour ça d'ailleurs les anti-vax sont souvent anti-tout. Soit, tu vois, tu peux pas faire ton marché dans le complotisme. C'est pas. Ah, ça serait intéressant ça. Si on disait aux gens qui soutiennent des thèses farfelues, attention, parce que si tu soutiens cette thèse-là, t'es obligé de soutenir toutes les autres, peut-être qu'il y aurait moins de thèses farfelues soutenues, du coup. Après, je pense que il y a une différence entre quelqu'un qui fait de l'ironie un peu sur l'oreille de Trump et un platiste, tu vois. Mais... Est-ce que les platistes sont pas ironiques? Je sais pas. Tu vois, non, je pense qu'ils sont pas nombreux déjà. Je pense qu'ils sont pas très nombreux. Mais par contre, je suis pas sûr qu'ils soient ironiques. Est-ce que ça va mieux le son des autres là, je demande. Allô, allez-y. Ouais, pendant que tu es en train de gérer le son, vas-y. On attaque quand même la news quasiment de l'année qui dépasse Gabriel Attal, Michel Barnier, tout ça, bien sûr. Et bien oui, on a un YouTuber, Inoxtag, avec lequel j'ai collaboré dans un One Piece. Trop bien. Voilà, donc je le connais, je l'ai eu dans les mains en tant que joueur de jeu de rôle, et il est monté sur le plus haute montagne du monde, l'Everest. De tête, hein, mes cours de primaire, ça doit être, je crois que c'est 8848 mètres, ça a peut-être bougé avec la tectonique des plaques. Ouais, 8800 mètres, ça c'est sûr déjà, on l'a. Voilà, 8848. Alors, il en a fait un film, beaucoup de gens
beaucoup de gens disent que, en gros, c'est un délire de riche où le gars dit finalement déconnectez-vous à la fin. Ça m'a rappelé d'ailleurs la fin de Ready Player One. Exactement, j'ai pensé très fort à la fin de ce film incroyable. Voilà, où t'as un film, tu vas au cinéma, tu vois des images de synthèse, c'est les trucs du jeu vidéo, et à la fin ils te disent bon, l'internet c'est bien, mais simplement 2 fois par semaine, hein, les petits jeunes, ok. Donc est-ce que je déflore tout de suite. Je vous dis ma position qui est un peu particulière. Ouais. Je pense que je suis jaloux. Voilà, il est beaucoup plus jeune que moi, il est beaucoup plus riche que moi. Il fait partie de ces gens qui font ce qu'ils veulent dans la vie. Et ça, c'est une démonstration. Je fais ce que je veux. Ouais. Et en plus, il a avec l'admiration et l'assentiment de tout le monde. Donc j'aimerais bien vivre sa vie. Je suis envieux de sa vie. Voilà. Ok. Ma foi, c'est un point de vue qui s'entend. Est-ce qu'on commence tout de suite avec les gens qui le détestent et ensuite moi je viens essayer de pondérer. Vas-y JB. Le détestent. Oh là là. Vas-y JB, Samora, let's go. Oh là là. Alors moi, Inoxtag. Je crois que j'ai jamais vu une vidéo d'Inoxtag, donc j'en ai dû voir une peut-être, ou un feat avec quelqu'un que j'aime bien. Au moins Nouvelle École, vu que j'étais dedans. Alors donc Inoxtag, ouais, donc la vidéo, moi je savais pas que ça allait sortir là, donc moi je suis tombé dessus, j'ai vu les 20 premières minutes, j'ai arrêté direct parce que je pense que je suis pas la cible. Je pense que la cible de cette vidéo, c'est les gens qui regardent, qui suivent Inox depuis longtemps, c'est les gens qui ont un affect avec lui, qui l'ont suivi dans tous ses projets. Il y a peut-être les gens qui veulent voir des belles images aussi, non, tout simplement. Ouais, peut-être, ouais. Il y a des gens, ouais. Il y a des gens qui le suivent en mode shonen depuis toujours, donc c'est notre épisode de leur shonen. Quelque part, c'est un peu le climax du shonen Inox, qui est passé du petit qui faisait des streams chez lui, sans caméra, puis à faire des vidéos hyper montées. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Voilà, et puis demain, il ira dans l'espace, ou il ira dans la fosse des Mariannes, ou un truc comme ça. Peut-être qu'il peut démarrer un arc Tintin, tu vois. Ouais, mais... Là, il a fait Inox au Tibet, il peut faire Inox en Amérique, Inox au Congo, ça va être incroyable. La fosse des îles Mariannes, 11 km de profondeur sous la terre, ça va être compliqué sous la mer, ça va être compliqué quand même. Moi, ce que je voulais dire, en gros, c'est que je vois aujourd'hui que c'est un peu compliqué d'émettre une critique là-dessus. Il y a une sorte de concert d'éloges autour de ce projet. Non, c'est pas qui fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir une avis un peu nuancé ou négatif sur ça. Et j'aimerais que les gens aient un peu de recul et arrêtent d'être complètement moutonisés par les influenceurs, créateurs de contenu. On a le droit aussi, il est possible d'avoir un regard critique sur ça. C'est pas parce qu'il a fait un truc incroyable ou difficile ou quoi que il n'y a pas un regard politique, une analyse. Franchement, je sais pas si c'est mon algorithme, hein, mais moi sur Twitter, j'ai vu que des gens qui l'ont arraché, quoi. Moi, je vois que des gens qui l'adorent. Je pense que l'algo est bizarre. Moi, je vois que des trucs super positifs sur lui dans mes propos. Il y a Régé le Gorilla qui a sorti une vidéo critique. Ouais. Il a sorti une vidéo critique en disant Golemon, quoi. Enfin, alors Golemon, c'est beaucoup de... Non, c'est un mot qui revient beaucoup à la mode. C'est psychophobe. Il a disparu, il revient. C'est psychophobe, attention. Ouais. Daz. Quel plaisir en 2024 t'entends dire ça. Frérot, si tu regardes tous mes... Alors, je te mets au défi de regarder tous mes streams. Ce mot n'est plus jamais prononcé de ma part. Non, mais je dois dire que le mot Golemon, que je n'utilise même pas dans l'intimité où on peut vraiment dire des trucs racistes avec ma femme, tu vois, eh bien, sache que non, mais, mais dans l'intimité. Mais quelle intimité, quoi? Non, mais dans l'intimité, on se dit ce qu'on veut, ce que je veux dire. Voilà, on dit pas des trucs racistes, rassurez-vous, mais je pourrais dire n'importe quoi, tu vois. Attends, que je retrouve mon drift. Attends, bouge pas. J'ai vu le mot Golemon revenir, d'accord? Ok. Et tout ça pour dire aussi que oui, la critique est facile. Il était au bon endroit, Ok, non, vas-y, ouais. Toujours. La critique est facile. Y a pas... En fait, comme la morale, elle est simple, la critique, elle est simple. Tu vois, il n'y a pas grand-chose à dire. Attends, parce qu'il y a JB qui charge sa super, il a 3 barres de drive à claquer. Vas-y, JB. Non, mais... Et comment dire ça sans être vulgaire? C'est de la merde. C'est de la merde. Comment faire, quoi? Non, mais je sais pas, je veux vraiment pas jouer le sale con. À chaque fois, j'ai le mauvais rôle, mais... Non, mais attends. Écoute, honnêtement, je veux dire, je pense que si tu dis c'est un délire de riche, en substance, il y a 42% de l'internet qui sera d'accord avec toi, mais pas les mêmes 42 d'Az, hein, un autre. Mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment pas qu'un délire de riche, quoi. Je trouve qu'il y a pas que ça. Il
il y a vraiment tellement de problèmes. Déjà, c'est moi, tout au long du docu, alors que je sais pas si ça a grand intérêt, mais après, à la commu, ça peut plaire, enfin, la communauté du gars. Mais je trouve qu'il y a. En fait, en fait, je pense que c'est ce qu'Internet fait de pire aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire un dialogue centré sur une personne, sur sa performance qui peut s'autoriser parce qu'il a de la thune. Et le son de JB est horrible. Oui. Attends. Moi, en tout cas, je t'entends. On t'entend. Après, si c'est ce que tu dis qui est horrible, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Je veux dire, là, ce sont ses paroles, ça n'engage que lui, mais... Donc le pire de ce qu'Internet a à offrir, vas-y, ok. Ouais, parce que c'est un certain culte de la performance, c'est blindé de développement personnel. En fait, c'est marrant parce que l'esprit shonen, c'est juste le nom très contemporain du self-made man américain. Exactement, ouais. C'est juste Et en fait, moi, je crois le truc qui m'énerve le plus, parce qu'à la limite que le gars soit naïf et des désirs qui soient pas forcément... très intéressant ou écologiquement discutable ou politiquement discutable, puisqu'il peut faire ça dans un pays où le niveau de vie le permet. Bon, ça c'est une chose, mais au-delà de ça, l'argumentaire des communautés en mode vous êtes jaloux, moi ça me fait... Oh non mais ça c'est la classique. Ça c'est la classique. Me fait péter un peu. En fait, l'alpha et l'oméga de la vie, soit t'es jaloux, soit tu l'adores. C'est pas possible d'être bien sûr dans notre truc, quoi. Puis en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment, enfin, j'en avais parlé au moment où il y avait eu pas mal de remue-ménage sur le Twitch game par rapport à la Palestine. Et bon, j'avais pris des positions enfin, je pense qu'il y avait un certain nombre là d'entre vous qui n'étaient pas d'accord, c'est pas le problème, mais il y avait un truc que je rappelais, c'est que je me souviens quand je suivais Diablo X9, Bismode 3, etc., les commentaires sur Call of et tout, que les gars, s'ils avaient le malheur de faire une vidéo de sponsor pour une manette Xbox, je me souviens, la moitié des commentaires, ils se faisaient allumer, ils se faisaient traiter de vendus. Les commentaires étaient hyper vénères. Et en l'espace de même pas 10 ans, il y a eu une contamination intégrale de ce discours américain de, en fait, les Français n'aiment pas la réussite, les Français n'aiment pas l'argent. Déjà, je vois pas en quoi c'est une insulte, c'est assez bien de pas aimer la réussite, enfin, de pas aimer les personnes qui réussissent ou qui mais pourquoi cette jalousie? Voilà. En fait, comme l'a dit... je suis en RP, moi. Comme l'a dit un généticien dont j'ai plus le nom, qui est mort, en fait, je me suis réveillé un jour à 7h du matin et j'étais un esclave moderne, comme ils disent sur TikTok. Tu sais, j'ai le gars qui allait au boulot et tout le matin, etc. Et j'ai entendu un gars qui disait sur France Inter, dire à son enfant, tu seras un gagnant, c'est criminel contre la société. Et en fait, ça m'a resté vachement dans l'esprit parce que je me suis dit, en fait, effectivement, si tu demandes à ton gamin d'être un gagnant, ça veut dire qu'il sera dans un monde où il y aura des perdants. Donc, c'est vraiment l'anti-altruisme, tu vois. Et effectivement, la success story à tout prix, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand tu vas réussir, tout le monde ne peut pas réussir parce que sinon personne ne réussit. Tu vois, c'est ça le truc. Doit-on rappeler, encore une fois, que dans notre société moderne, les traits qui définissent un homme d'affaires ou une femme d'affaires successful sont les traits qui définissent un sociopathe quand on ne parle pas de travail? Est-ce que on peut le rappeler quand même que tuer les autres, être le meilleur, se sortir de tous les problèmes en ne comptant que sur soi, c'est quelque chose qui fait qu'on glorifie le patronat, mais en fait si tu mets le même discours chez un gars qui n'est pas dans une boîte et à faire du business, c'est juste un gros connard. Voilà, il faudrait peut-être le rappeler. Moi j'entends en tout cas toutes vos critiques et je vais vous dire vous avez raison. Voilà, next. En fait, parlons, pour revenir sur la manette Xbox de JB, parlons quand même aussi que avant que son long métrage sorte, avant, il y a eu le clip sponsor Orange. Je veux dire, arrêtez. Mais tout est sponsor. Regardez la façon. Sortez de votre téléphone Orange. Mais c'est du foutage. Mais ça c'est du foutage de gueule. Le mec c'est uniquement parce qu'il y a des petits qui bouffaient son contenu qu'il est arrivé là où il est arrivé. Donc arriver derrière et dire non mais lâchez vos téléphones, c'est fermé. En fait pour moi c'est le même délire que le gars qui une fois qu'il est rentré ferme la porte pour éviter aux autres de rentrer, tu vois, et je trouve ça un peu dommage. Si t'as besoin de gravir une montagne pour te rendre compte que le téléphone t'aliène, mon gars, ça fait chier la mais à un moment donné... Moi quand je vais chez ma daronne le week-end et qu'elle fait la cuisine, tu vois, parce que c'est une daronne marocaine, qu'elle fait la cuisine et qu'elle me dit tu ranges ton téléphone à table, tu bouffes, tu profites du repas que je t'ai fait et tu discutes avec moi, bon bah voilà, ma prise de conscience, j'ai pas besoin de gravir une montagne pour apprendre. Mais oui, mais attends, sa mère elle se félicitait qu'il découvre la vie parce qu'il est parti faire une randonnée avec elle. Franchement, en fait moi je suis partagé parce que Inox,
pour le peu que j'ai pu en voir IRL, c'est un bon boug, c'est un bon petit en vrai. Tu vois, il est de sa génération, c'est un mec gentil, adorable et tout, machin. C'est juste que là, bah, il n'y a pas que lui. En fait, il fait graille je sais pas combien de personnes. Et il y a des gens qui sont des fins stratèges derrière, tu vois. Je sais pas s'il est toujours en cheville avec la fine équipe de Webedia. Le chat prétend que c'est Webedia, j'ai pas de source. Mais, parce que en tout cas, moi, les chevilles pour ça, quoi. Ce que je retiens, c'est que le gars, il a décidé de se lancer un défi. Il s'est donné les moyens de le faire. Les moyens, aussi bien du temps que de l'oseille, clairement. Ah, c'est beaucoup l'oseille, quand même. Il a fait son truc. Pour moi, en fait, c'est une vidéo de vacances. Il aurait dû garder sa vidéo pour lui. Bon... Il a un statut qui fait qu'il la montre à tout le monde. Ok, pour moi, c'est comme quand Arthus Bertrand, il prend un hélicoptère pour aller faire des plans de flamants roses dans les Everglades, tu vois. En vrai... Cela dit, bizarrement, personne dit à Arthus Bertrand, encore un millionnaire qui fait des vidéos de flamants roses dans les Everglades. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont arrivés sur Internet en disant on va pas faire de la télé et qui finissent par faire de la télé avec l'exploit de faire un truc encore plus égotique et encore plus vide en termes. Mais oui, mais encore une fois, qui dans le Internet game français, qui a voulu absolument positionner le niveau de tu as réussi quand tu arrives à faire un truc qui ressemble à de la télé, bah Webedia les gars. C'est toujours les mêmes connards de 50 plus là qui pour qui la télévision c'est une fin en soi, tu vois. C'est pas que Webedia a donné les moyens, mais il faut aussi l'envie de la part des créateurs de contenu de faire quelque chose. Ouais, mais je te garantis que quand t'as 8 connards en costume qui te disent c'est ça que tu dois faire, t'inquiète, bon tu fais ok, let's go, tu vois. Non, mais dans l'esprit des créateurs aussi, je pense qu'il y a un truc de arriver à avoir le niveau de qualité, le niveau de visuel, le niveau de production surtout, quand j'ai qualité. Le niveau de qualité de production de la télévision, c'est un goal quoi pour beaucoup de créateurs. Bah ouais. Attendez, il y a un truc, c'est que ce qu'on veut faire, c'est être payé à un moment sur Twitch. Ouais. Et moi, je vois la mutation de Game of Thrones. Game of Thrones, ça a commencé comme un jeu de rôle comme tout le monde. Vu de loin, on dirait une partie de Monopoly. Puis à un moment, on a fait du justice. On était debout dans un endroit pourri, tu vois, enfin dans un commissariat refait. Et en fait, en vrai, parce qu'on a cette discussion en ce moment avec la team de Game of Thrones, c'est très bien, ça nous prend la tête, il y a plein de sujets. Mais en gros, on a fait cette mutation visuelle parce qu'à un moment, il nous faut de l'argent. Et cet argent, il vient de partenaires privés comme par exemple Mercedes ou Orange, comme Inox. Et en fait, ces gens-là, qui n'ont pas la culture Twitch, pour qu'ils mettent un billet, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils voient à l'écran. Bah ouais, et en fait, il y a un truc, c'est qu'on peut dire l'Everest, c'est un peu... Moi, ce que je trouve débile dans l'Everest, c'est que ça manque totalement d'imagination. Hey, je vais faire un truc, je vais monter l'Everest, tu vois. Mais bon, why not, tu vois. Le mec, on va pas lui demander d'être imaginatif, il est super jeune, tu vois. Mais le truc, c'est que ça parle. C'est-à-dire, tu peux aller voir... Orange en disant le premier influenceur de France va monter la plus haute montagne du monde. Vous l'êtes dans la partie, le mec il signe tout de suite. Et je pense qu'au niveau argent, ça parle très très bien, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que Twitch sera amené pour survivre à être une forme de télé. Et France Télé a investi dans Twitch récemment et ainsi de suite, quoi. Oui, mais donc ça veut bien dire que en fait, si à l'heure d'aujourd'hui la qualité de production c'est devenu le critère déterminant de la réussite d'une vidéo. Ça prouve quand même aussi qu'il y a eu un échec d'une certaine vision d'Internet. Je ne dis pas que c'était la vision dominante, je ne dis pas que c'était la bonne vision. Moi, c'est celle que je partage et d'autres personnes aussi. Mais ça veut dire qu'en fait... C'est quoi cette vision? C'est en fait de se soumettre à des critères de production qui sont... Non, mais la bonne vision, la bonne vision que ce que devrait être Internet. C'est qu'en fait, par exemple, quand il y a 95% ou 90% de contenu sur Internet qui est du contenu de divertissement, il y a quand même un problème, par exemple, à des visions de l'Internet libre qui reposent davantage sur le partage de connaissances, sur l'éducation, etc. Et en fait, il y a quand même ce truc qui a été... De fait, je réponds en même temps à un message de Maya qui est passé dans le chat. Il y a eu une vision qui a été tenue par les créateurs de contenu sur Internet de dire on ne veut pas faire comme à la télé, on veut se distinguer du contenu qui est fait à la télé et on veut aussi représenter quelque chose de plus populaire. Et finalement, c'est exactement le même imaginaire, la même mystique, les mêmes critères de réussite, mais avec les curseurs du néolibéralisme qui sont poussés au maximum, qui finissent par dominer. Moi, je trouve que c'est un échec. Et que c'est même hypocrite, quoi, parce qu'en fait... Mais en même temps, c'est difficile d'en vouloir aux gens, JB, parce que ça, c'était cette vision dont tu parles, c'était tant qu'on gagnait pas de l'argent sur Internet. Tant qu'il n'y avait pas d'argent sur Internet, quand je dis de l'argent, pas un SMIC,
tant qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, des millions d'euros à se faire sur Internet, ben effectivement, on avait cet aspect complètement libre, l'idée de faire de la... C'est comme pour le rap, hein. Ouais, il y a eu la grande vague des vulgarisateurs, etc., qui ont été... à un moment, c'était partage de connaissances, et puis à un moment donné, on s'est dit, tiens, mais en fait, on peut mettre des placements produits au début des vidéos, à la fin des vidéos, on peut faire des partenariats avec des grandes marques, même pour financer des vidéos avec des productions de ouf. Et à partir de là, en fait, qu'est-ce qui marche quand tu veux faire de l'argent? C'est le divertissement. Tu feras toujours plus d'argent avec du divertissement qu'avec un documentaire sur les Aztèques, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette dérive. Sauf si tu rends le documentaire sur les Aztèques super divertissant. Non, mais pour aller dans le sens de Maya Mazorette, pour pas qu'elle soit trop malheureuse d'être loin et de ne pas pouvoir nous taper sur la tête, en fait, je pense que la télé et Twitch et YouTube, on essaye tous de faire la même chose, c'est-à-dire d'être dans le coup, de s'adresser à un maximum de gens aujourd'hui. Alors, c'est pas vrai pour France Région, je pense. Mais en l'occurrence, je pense que, j'en avais déjà parlé, je pense par exemple que Hanouna, il a fait quelque chose qui était extrêmement moderne parce que il piratait l'antenne, il restait plus longtemps que les autres, etc. Et c'est pour ça qu'il a expliqué son succès. Et nous, les gens sur Twitch et sur YouTube, ils essayent tant bien que faire se peut de créer du contenu nouveau en s'adaptant un petit peu à ce qui fonctionne, en testant. Et finalement, on va se rejoindre à un moment. La télé va faire du Twitch. Twitch va ressembler un petit peu à la télé. On se touche. Et aujourd'hui, on est aussi drivé par l'argent. Je veux dire, mais on y arrive. Pour un truc qui est totalement singé sur la télé, qui est sur Twitch, qui est le truc de Squeezie, le GP Explorer, c'est un truc qui, à la base, en fait, est financé par le circuit du Mans. C'est parce qu'ils ont voulu mettre de l'argent pour que ça existe. Sinon, quand on est de notre poche, les concepts, ils durent pas longtemps, tu vois. Après, cette débauche de moyens dont on parle et tout, elle est aussi due à un truc, c'est la bataille de l'attention. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que YouTube. Il y a YouTube, il y a Twitch, il y a les plateformes de streaming. Et en fait, pour pouvoir continuer à concurrencer les grosses plateformes et tout, il faut que les youtubeurs, les créateurs de contenu sont les armes de YouTube pour pouvoir attirer des gens. Mais en fait, c'est avec des contenus comme Kaizen ou etc. que tu vas attirer des gens et tenir des gens sur la plateforme. Là où je pense que vous oubliez juste une variable dans l'équation, c'est que la télé, comme le Twitch game à haute intensité ou le YouTube game à haute intensité, c'est juste que ces trois domaines-là s'appuient sur la publicité. C'est tout. Ouais, bien sûr. C'est tout. Tant que la seule source de revenus ou la source de revenus principale, ça sera la pub, bah on se retrouvera avec des contenus comme ça, parce que le but c'est quoi? C'est de faire des clics, c'est de faire de l'engagement, c'est faire machin. Pardon, non, mais en fait pour moi, et c'est ça qui est dommage, c'est que Twitch à la base, ils étaient quand même partis sur la communauté qui finance les créateurs et créatrices de contenu. Et en fait, en vrai, c'est la pub qui a pris la main, en fait. Rappelons que Google, toute l'infrastructure Google tient sur la pub. L'argent de Google, c'est de la pub. Hein. Non, mais en fait, que le modèle économique de globalement la production audiovisuelle ou culturelle, ça repose sur l'influence, le marketing d'influence et la publicité. Bon, à la limite, on peut admettre que c'est un truc qui est là, mais ce qui est drôle, c'est de voir aussi que même dans leurs intentions, disons quasiment artistiques, les grosses productions aujourd'hui d'Internet, elles essaient de singer les codes de la télé et les codes de la réussite de la télé. C'est-à-dire, en fait, il faut faire une avant-première au Grand Rex et y aller habillé en costard. Il faut faire un GP Explorer. En fait, il faut vraiment redoubler de nouveau cet imaginaire qui est celui de la télé. Et donc, pas que la télé, le show business, quoi, en fait. Il y a même plus, ou du showbiz ou du cinéma, tu vois, pour aller faire l'avant-première au Grand Rex. Il y a même plus ne serait-ce qu'une esthétique de transgression qui a pu être celle d'Internet à certains moments. Il y a même plus cette esthétique qui est portée, parce que le but, c'est de se faire complètement absorber par les codes des institutions. Mais non, rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe en fait quand tu mets la puterie au centre de la démarche? Tu te retrouves avec un studio professionnel décoré comme une chambre d'adolescent. Ouais, voilà. Voilà ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que les mecs à un moment donné ils se sont dit, ok, donc les codes de Twitch c'est des gars qui se filment dans leur chambre, ou des gars ou des meufs jeunes qui se filment dans leur chambre. Eh ben vas-y, on va faire un setup avec des caméras de connards, machin, etc. Mais on va mettre un décor de chambre pour dire qu'on... Et en fait, ils sont rentrés par ce truc-là, et petit à petit, ils ont dégagé le décor de chambre, ils ont dit, bah non, maintenant on va faire des vrais studios, machin, etc. pour arriver au résultat initial, c'est-à-dire qu'effectivement,
la moindre émission qui a un tant soit peu d'ambition se retrouve à singer en fait les codes télévisuels. Et donc c'est ça qui est compliqué. Ouais, enfin. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les nouveaux entrants sur YouTube qui sont pas dans ces pipelines de production avec ces moyens et tout, c'est devenu de plus en plus difficile d'être au niveau. C'est-à-dire que tu arrives, si t'as pas la caméra de connard qui fait une vidéo incroyable, si t'as pas le micro. Oh non, pas d'accord, pas d'accord. En fait, aujourd'hui, Amine, il a une caméra dégueu, il fait les meilleurs stats de la Mais attends, excuse-moi, mais Amine maintenant fait des vidéos extrêmement produites aussi. Hein. Je veux bien, Amine, il va faire quand même un il match temporise, de foot, Amine, il temporise, il fait des streams éclatés chez lui, et puis après, il te fait une production à 20 millions de dollars. Ouais, non, il fait la production pour que le client qui met beaucoup d'argent s'y retrouve. Tu vois, ils disent pas, ok, l'argent, les 100 000 balles sont pas partis dans la caméra à 80 €, mais en vrai, je pense que le seuil, il n'est pas technologique. Et moi, je kiffe Amine, moi je suis un fan de ce qu'Amine fait, mais on sous-estime beaucoup la production qu'il y a autour de lui. Il a quand même. Je sais pas si t'as vu son nouveau studio, c'est pas n'importe qui peut avoir un studio comme ça. Je sais pas, moi je vois qu'un rideau à chaque fois, mais. Ouais. Non, mais il a un studio depuis longtemps. Okay. Non, mais peut-être qu'il a, c'est compliqué d'en parler, mais en gros, en gros, je pense que l'argument qui est de dire qu'il y a un step technologique ou financier assez chaud à avoir, il n'existe pas. Je pense que malheureusement, en fait, si tu as une personnalité intéressante, que tu streams comme un connard 6 heures par jour, les bons jeux, en vrai, tu grindes et ça marche. Aujourd'hui, c'est le seul. Si on veut croire à la méritocratie, elle existe dans un seul endroit, c'est sur Twitch, tu vois. On n'y croit pas. Ouais, mais la méritocratie, c'est de la couille. On sait très bien que ça n'existe pas. C'est de la couille de ouf. Ça marche un peu sur Twitch, en vrai. Moi, je pense que ça marche complètement. C'est-à-dire, un exemple, je suis désolé, Daz, tu streamais pas il y a 3 ans. Ouais. Et aujourd'hui tu streams et aujourd'hui tu es streamer, tu vois, on s'y met, on transpire. Non, franchement, tu mouilles la chemise, tu fais des trucs parfois très ingrats et tu t'en sors, quoi. C'est tout. Oui, mais en fait, je suis pas du tout, là-dessus, je suis pas complètement con et ignorant du fait que j'ai commencé à streamer parce que j'avais déjà fait du podcast et parce que je partais pas de zéro. Tu vois? Ouais, oui. Non, mais en fait, peut-être que si j'avais commencé à streamer à un viewer, peut-être que j'aurais pas continué, en fait, tu vois, c'est juste ça, donc c'est pas... Non, la méritocratie sur Twitch, les amis, c'est... Non, c'est pas... On se berce d'illusions. Hein. Alors, certes, je suis là 6 jours sur 7, hein, mais moi, par exemple, à mon petit niveau, je trouve que je devrais avoir largement plus de vues. Que les 3/4 des gars qui font des vues et qui sont éclatés, hein, vraiment. C'est bien que t'en parles, Daz, parce que ça baisse un peu en ce moment les vues, je trouve. Alors je sais pas si je deviens vieux et moins bon. Avec le froid là, il y a un peu moins de vues. Mais l'exemple de Daz, s'il vous plaît pas, parce que Daz, effectivement, il est pas parti de rien, mais à un moment, il est parti de rien, Daz, comme tout le monde. Mais il y a des gens tous les jours. Moi, j'ai connu un moment, quand je streamais, Étoile, il n'existait pas, et j'ai vu Étoile arriver. Et Étoile exploser et transpercer le plafond. Oui, mais je pense que ce que tu veux dire, Fibre, c'est que l'élément méritocratique qu'il y a sur Twitch ou sur Internet en général, c'est que les conditions d'accès au fait de streamer, se filmer, publier, etc., elles sont globalement beaucoup plus simples que chercher à produire un truc à la télé ou produire un truc au cinéma. Donc, globalement, effectivement, il y a un élément qu'on dirait méritocratique parce que le plus grand nombre y accède. Par contre, ce que disent les autres et ce que disent les autres et qui montre que la méritocratie ne fonctionne pas, c'est qu'en fait, tu peux fournir tous les efforts du monde et ne jamais y arriver. Il n'y a pas de corrélation mécanique, il n'y a pas un mécanisme qui intervient systématiquement et qui ferait que si tu mets de l'énergie, tu vas réussir. Je suis d'accord qu'il n'est pas systématique, mais j'ai une autre vie en même temps qui, en ce moment, qui par exemple, pitch pour la télé. Et en permanence, moi, j'ai des gens qui me disent « Vas-y, pitch-moi une série télé pour ça, j'en vois. » Mais depuis, je sais pas, 10 ans peut-être, il n'y a rien qui passe. Parce que il n'y a pas le réseau, il n'y a pas les contacts, je ne suce pas les bonnes personnes. Et vraiment, c'est pas faute d'essayer. Et tu vois, aujourd'hui, maintenant... C'est pas faute d'essayer de sucer quand même, putain. Personne veut que je le suce, putain. Ah non, mais... tu sais quoi, tu veux que je raconte une anecdote sur le fait de sucer? Ah bah vas-y, ça m'intéresse. Putain, alors, on le dit à personne, d'accord? Non, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Je fais des mauvaises stats. Réu avec un gros groupe média qui est sur Twitch récemment, et je suis avec Fred Gozulting, et je dis je suis content de vous voir, on va bosser ensemble, tout ça. Et là il y a Fred qui dit t'as un gros suceur Fibre, genre comme ça devant le client,
et je dis, moi, quand on me donne de l'argent, je suce, tu vois. Il y a eu un petit silence, et puis on a commencé la réunion. Mais en fait, il y a, comment dire, c'est un peu... Ce que je veux dire, c'est que l'audiovisuel, il est d'une difficulté. Il est verrouillé de tous les côtés, bien sûr. C'est incroyable qu'aujourd'hui, il y a un Samo, un fibre optique, c'est quelque chose, mais un Samo, un JB, un Daz qui allume sa caméra, il est devant, mais même, ce ne serait-ce que 10 personnes, et les gens, ils l'écoutent. Mais c'est un miracle, les gars. Parce qu'il y a l'inverse. Il y a des gens, ils ont sucé toute leur vie, et ils se retrouvent à 5h du mat sur France 5 et personne les regarde, tu vois. Donc il y a vraiment l'inverse aussi. Ou sur une chaîne tu sais, de la TNT qui est perdue dans les fins. On veut en venir du coup. Mais ouais, mais la fibre, je suis perdu parce que tu dis l'inverse de ce que tu disais au départ. Du coup, c'est difficile ou c'est pas difficile du coup? Alors, la difficulté, c'est une chose, mais il y a ne serait-ce que la question de la possibilité. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui, un peu à l'américaine, tu sais, tu vas au Far West, à un moment, tu peux construire ta maison, avoir ton ranch, etc. Et ben, tu peux rêver. Si ton rêve, c'est d'exprimer devant des gens, d'être présent sur un écran et de créer une interaction audiovisuelle, tu peux le faire sur Twitch avec 80 balles et une connexion Internet. Et je trouve ça extraordinaire. Mais alors, mais du coup, tu n'auras pas de viewers, on est d'accord. Mais si t'en as 1 ou 10, tu t'en auras pas 3000 le premier jour, c'est sûr. Mais t'en auras 1 ou 2 le premier jour, ou 3 ou 4 ou 5 ou 10. Il y a Bétor dans le chat qui dit TLDR, n'importe qui peut exploser, mais l'explosion est aléatoire. Ouais, mais c'est ça. Alors n'importe qui peut exploser, mais l'explosion est aléatoire, modulo plein de choses, parce qu'il y a quand même les bons élèves. Mais même si c'était comme ça, c'est l'inverse de tout le reste de l'audiovisuel, où t'as un parcours. T'as un parcours parfois de diplômant obligatoire, etc. Voilà, vas-y. Juste... Pour arriver sur Twitch, il faut déjà avoir un ordinateur, une caméra, un micro. Tout le monde déjà ne peut pas faire ça. Ensuite, quand tu as ça, il faut que tu puisses au moins intéresser une personne. Déjà consacrer du temps, que tu n'as pas forcément. Le temps, parce que des fois tu dois travailler. Et quand tu as le temps, tu as 95% des gens qui streament pour une seule personne. Parfois, c'est un bot. Ouais. Mais t'as 99%, mais pour leur mère, tu vois, on s'en fout. Et attends, mais tu parlais de méritocratie. En fait, pour arriver à atteindre les 2% des gens qui touchent plus de 20 personnes, il faut être en stream plus de 5 heures par jour pendant combien? Moi, j'ai commencé à streamer en 2020, Fibre. Mon premier stream à plus de 100 viewers, je l'ai fait en mai. Mais gars, je vais te dire quelque chose. Non, mai 2020. Mai 2024. Oh, frérot. Samo, si tu dis aujourd'hui, il suffit de streamer 5 heures par jour pendant 2 ans pour être devant 20 personnes. Déjà, est-ce que c'est vrai? Je sais pas, mais imaginons que ce soit vrai. En vrai, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui n'arrivera jamais sur un autre média. Ça n'arrivera jamais. Le fait qu'il y ait une plateforme qui te permet de diffuser quasi ce que tu veux gratuitement, en vrai, c'est une dinguerie. Oui, Portalis là-dessus. En fait, effectivement, tu as raison de pointer le fait que le ticket d'entrée informatique, avoir un PC, une webcam, machin, etc. pour streamer, ce truc-là, il existe, mais ce sera jamais au niveau d'avoir un plateau et une caméra de télé et une régie à partir de laquelle diffuser. C'est que globalement, c'est effectivement une démocratisation dans l'accès à un mode de production qui te permet de diffuser du contenu et de générer du trafic. Ça en soi, c'est cool. Après, s'il y avait une vraie méritocratie, ça voudrait dire que n'importe quelle personne qui stream 5 heures par jour pendant suffisamment longtemps va finir par avoir le viewership des plus gros streamers de la plateforme. C'est faux. C'est faux, on le sait. Et donc, il n'y a pas de méritocratie. Alors, voilà, c'est juste ça. En tout cas, si tout le monde applique les mêmes ingrédients, t'obtiens pas le même gâteau à la sortie du four, donc c'est pas une recette. Hein. Alors moi après, Maya, j'ai peur de la vexer. Et en plus, elle peut pas se répondre, tu vois. Elle peut pas répondre parce que quand on parle de la télé, c'est pas bien. Mais moi, j'ai l'impression que la télé, c'est genre, j'arrive sur une autre planète. Les gens, ils parlent pas le même langage. Et ils ont des codes que je ne comprends pas. Tu vois, une culture que même si je passais 99 ans chez eux, je ne comprendrais pas. Déjà, ils mentent tous, tout le temps. C'est insupportable. Alors, je mens tout le temps, mais ils arrivent à mentir plus que moi, quoi. Et il y a un truc que je voulais parler aussi sur JB, c'est que JB, par exemple, il lance son stream, il joue même devant que 10 personnes. Mais je veux dire, qui aujourd'hui, en France, à Paris, peut organiser un concert et jouer devant 10 personnes? Ça ne se fait pas. Les gens ne le font pas. Moi, j'ai eu des potes musiciens. Vraiment, ils allaient dans des bars. Il y avait 3 personnes et c'était 3 potes, tu vois. Donc, vraiment, enfin, on vit une époque. Enfin, Twitch, c'est quand même
extraordinaire et ça permet un accès quand même très démocratique. Je suis conscient qu'il y a une distribution exponentielle, voilà, elle n'est pas extraordinaire, et c'est normal qu'on ne puisse pas tous réussir, voilà. Et puis Twitch, il y a un nombre de viewers qui est fini aujourd'hui, enfin qui est déterminé. C'est ça qu'on dit que c'est les concurrents de viewers, c'est-à-dire que la plupart des gens, s'ils ont des viewers, ça veut dire que c'est des viewers qui sont pas ailleurs. Et c'est pas comme si tu pouvais avoir, il y avait un flot de viewers qui s'arrêtait jamais. Et en fait, on sait c'est quoi le volume. On sait c'est quoi le volume de viewers de Twitch pour la France en quotidien. Vite fait, moi, les bons soirs, je dirais 1 million. Ah ouais. Bah, 1 million de viewers, c'est beaucoup quand même. Ouais, moi, francophone, tu dis. Ah, francophone, je sais pas. Ah, 400 000 nous dit Pic Rouge. 100 000. Ah, okay. Ah non, c'est au pif que vous dites ça ou il y a des... 250 000, ok, j'ai juste 3 chiffres différents là, donc ok. Ouais, mais en gros, on a un ordre de grandeur, c'est pas 1000, tu vois, et c'est pas 1 million non plus, comme je disais. Donc, oui, non, mais la question que je pose, c'est quand Amine il fait 35 000 viewers sur son stream, c'est 35 000 viewers qui iront pas ailleurs déjà, tu vois. Il y a 35 millions de visiteurs en ligne chaque jour sur le Twitch dans le monde entier. 35 millions. Et il y a 7 millions de créateurs. Ouais, mais ça dépend, tu vois. Je pense que Klemovic, Samuel Etienne, Amine, 50 millions c'est des communautés captives. C'est-à-dire que je pense que les gens qui suivent Samuel Etienne, ils regardent que Samuel Etienne, tu vois. Il y a 100 000 chez Kameto là, et 57 000 chez Amine. Ça veut dire déjà il y a 157 000 personnes qui sont pas chez nous. Et ça fait chier. Ouais. En France, c'est 250 000 les bons soirs et plutôt tendance à la baisse. Ouais, mais ça dépend, parce qu'en fait, il y a le Twitch historique de l'e-sport, et effectivement, Kameto, s'il joue à League of Legends, en fait, c'est des gens qui viendront jamais sur un talk, quoi qu'il arrive, ils viennent voir de l'e-sport, donc, et encore d'un truc particulier, donc bon, c'est... Oui, mais moi, tu vois, je me rappelle de l'époque bénie de la télévision, où des fois, tu te retrouvais à 2h du bar à regarder Très Chasse ou Très Pêche, parce que bah, t'étais là et que c'est le truc qui était diffusé, et même si t'aimais pas la chasse ou la pêche, tu regardais quand même, tu vois. Ouais. Ça suffit d'avoir le choix dans ce qu'on regarde, la merde. Et il y a quelqu'un il y a Erkin qui demande à partir de combien de viewers on peut en vivre. Pour moi, à partir de 400 viewers constants, tu peux en vivre. Si tu fais que ça, tu peux en vivre. C'est faux. Non, moi je les fais même pas les 400. C'est faux. Moi les 400 constants, on les fait à peu près et moi j'en vis clairement pas. Hein. Ah bah Fibre dit l'inverse de toi. Ouais, mais... moi non, Fibre il dit qu'il fait même pas les 400 constants. Mais en fait, si tu fais les 400, et je te jure, on n'en vit pas. Juste ça. C'est-à-dire ce que Twitch te donne là, c'est mort. 400 constants, c'est mort. En fait, je crois que personne ne vit des subs. C'est-à-dire que quand t'as pas beaucoup de viewers et peu de subs, t'en vis pas. Bah, il y a des gens dans ce chat, il y a des personnes qui ont 1200 subs, ça commence à aider un petit peu quand même, tu vois. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand t'as 1000 subs, en vrai, à côté, tu fais tellement d'OPSP que tu t'en fous des 1000 subs, tu vois. Il y a que des gens marginaux comme Sardoche qui non, justement, et c'est là que je dis... Pour moi, et c'est assez... ça peut sembler antithétique, mais pour moi, la vraie liberté, c'est de ne pouvoir dépendre que des subs. Tu vois, ouais. C'est-à-dire que tu dépends que des... Par exemple, si t'as 1000 subs ou 1200 subs, ça veut dire que ça te permet de vivre et que du coup, tu peux dire aux régies pub d'aller se faire mettre. Tu peux dire, je veux pas de cette OP, c'est de la merde, je vous emmerde. Tu vois. Bah, moi, et je trouve que c'est un bête de luxe, en fait. Ma règle, ce que voilà, tu Zul, sub... voilà, je pensais à toi, très fort. Ma règle du chiffre d'affaires, c'est que si t'es un mec normal, pas un sardoche, en vrai, ce que tu gagnes en sub par an, tu le multiplies par 20 et c'est ce que tu peux gagner en OPSP. Voilà. C'est en gros... Bah oui, mais justement, je me dis, dans la tête des gens, vivent de Twitch, en fait, eux, ils factorisent pas à l'intérieur les OP. Eux, c'est vraiment, quand tu vois le nombre de followers et le nombre de subs, ils disent, avec ça, tu vis. Bon, moi, je vous le dis, avec 400 viewers constants, ça veut dire que, imaginons, si moi j'ai 400 viewers constants, en termes de subs, je dois être autour de 270, 280 subs, ce qui serait incroyable, ça voudrait dire que je suis à 50% de mon viewership qui est abonné à la chaîne, tu vois, à peu près, ce qui est énorme. Je vis pas, hein, mais pas du tout. Donc, il faut sortir de... Bah, il faut soit des OP, et tu vois, des OP, ce que j'expliquais pendant qu'on lançait le live, j'ai fait une OP à la Fnac avec l'âme. Je me suis un peu pris la main dans la tête quand je me suis rendu compte que
le tweet sur lequel j'insultais 42% de votants RN sur Twitter avait pété les 2 millions de vues et que ça commençait à essayer de me tirer par la veste en mode regardez la FNAC, est-ce que vous validez le fait que ce gars-là, tu vois, il insulte 42% de la population française, tu vois. Bah si c'est des fachos, bah ça va. Bah pour moi j'étais ok, tu vois. Mais en fait je me suis dit, moi qui dis régulièrement que justement j'essaye d'être au maximum libre de ma parole, bah là c'est la preuve, c'est que en fait j'ai tweeté ce truc-là sans penser un seul instant que ça pourrait rentrer en collision avec une OP sur Twitch derrière. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, aïe aïe, ouais, peut-être que l'OP va disparaître là, parce que voilà. Et en fait, je me dis, putain, la vraie liberté, c'est justement de pas avoir à se soucier de ce genre de truc. C'est de pouvoir dire ce que t'as envie de dire, et tant pis pour la pub, en fait, je m'en branle. Je sais pas, moi, alors justement, je trouve que tous les gens qui dépendent uniquement de leur commu, Zul, c'est pas une attaque, je te connais pas du tout ton profil, mais les gens que je connais qui dépendent de leur commu pour se financer, c'est pour ça d'ailleurs on a des débats en ce moment sur Game of Thrones, faut-il se faire financer par la commu ou par des sponsors extérieurs. En fait c'est des gens qui sont surtout ils ont une communauté fermée, quoi, c'est-à-dire tu t'en sors pas. Et donc en fait se faire financer par la commu c'est sympa mais c'est pas sûr. Se faire financer par des OP c'est plus sûr, mais ça t'enferme. Du coup très compliqué. Là j'ai une OP la semaine prochaine avec un opérateur téléphonique, et alors que le stream que je viens de faire aujourd'hui, j'ai passé mon temps à les vanner. Du coup, il n'y aura pas de replay de ce stream. Voilà le tweet, hein, pour les gens qui l'ont loupé. 2 500 000 vues, 33 000 likes, 3 000 retweets, 1000 réponses. Je vous laisse imaginer le niveau des réponses. Voilà, c'était pas du tout prévu. Dur. Je parle pas pour MV, mais pour fréquenter des gens qui sont des influenceurs vraiment majeurs, le rapport de force, il est tellement à la faveur des influenceurs qu'ils sont très libres. C'est-à-dire, déjà, ils refusent les OP, ou même ils ne calculent pas les mails entrants. Mais en plus, quand il y a une OP qui ne leur plaît pas et qu'ils ne vont pas être payés, ils s'en foutent, tu vois. Ils disent, oui, mais en fait, ça, c'est un luxe que tu peux... En fait, quand t'es... Tu vois, je sais que MV, il est trop haut pour être soumis à ce truc, tu vois. C'est-à-dire que lui, il peut littéralement insulter le sponsor. Ouais. Les gens ils viendront quand même lui demander de bosser avec lui, tu vois. Le sponsor, je parle pas de MV, mais ça m'est arrivé de travailler avec d'autres influenceurs, et effectivement le sponsor disait bon, est-ce que ça plaira à l'influenceur, tu vois, genre j'ai jamais vu ce rapport de force, c'est plutôt l'inverse, mais bon voilà, c'est comme ça. Bah, c'est pour ça que moi j'aimerais bien que justement on revienne à ce que ça devrait être depuis le départ. C'est-à-dire que c'est ce que je disais sur Twitter aussi en parlant du documentaire sur DJ Mehdi, c'est que de mon point de vue, c'est au business effectivement de se plier à l'artistique, tu vois. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois que je faisais une sortie, des saillies, machin, etc., moi j'ai toujours été dans ce mode de pensée-là, et c'est pour ça que je me suis fait shooter de chez Webedia, par exemple. Parce que pour moi, c'est complètement salutaire, au contraire, d'être dans une World Company à la con et de pouvoir lui balancer des fions de temps en temps, en fait, tu vois. Pour moi, c'était ça le truc. C'était de dire, la compagnie, elle est déjà numéro 1 dans le secteur, accepte de te faire chicoter, tu vois, tu te fais roast, c'est pas grave en vrai. Au contraire, ça te rend plus humaine, tu vois. Et j'avais complètement zappé qu'à l'intérieur de Webedia, il y avait quand même un sacré tas de connards, où pour eux, ils étaient vraiment dans des réflexes de petite merde à base de « Ah non, si tu me chies dessus, je travaille plus avec toi », tu vois, comme si t'avais insulté leur daronne à eux, tu vois. C'est moi, on s'est grave éloigné du sujet. Oui. Mais en fait, oui, parce qu'à la base, c'était l'Everest. Hein. Squalala dans le chat, il dit les marques marquent pas vos lives. Et en vrai, les marques regardent nos lives. Et les marques ont des CM. Et la première chose qu'ils font, c'est ils vérifient qui fait quoi et qui dit quoi. Et d'ailleurs, quand ça passe en prod chez Gozu, ils vérifient aussi... tu vois, quand la marque, elle pousse un talent qu'on connaît pas, ils checkent le talent si c'est pas un raciste ou si c'est pas un gars qui a acheté des bottes, quoi. Donc, mais c'est connexe à l'Everest, hein, c'est un peu la même chose. Après, ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est... JB n'a pas dit que c'était un délire de riche, donc je suis un peu déçu. Personne l'a dit, du coup. Bon, voilà. Que quoi, à l'Everest? Bah si. Bah, non, c'est vraiment. Mais t'as raison en plus quand tu pointais que c'était pas original, quoi. C'est vraiment... Ouais, ça m'embête, quoi. Je vais faire un truc et c'est grimper l'Everest. C'est tu veux faire le rêve des alpinistes du début du XXe siècle, mais gros. Bon. Mais je tiens juste à dire, ça m'aura rapidement. Je tiens juste à dire que de base, les gars, le cinéma, c'est un délire de riche. Hein. Faudrait peut-être le rappeler aussi, quoi. Tu montes pas un film si t'as 0 thune, tu vois. Je veux dire, et on va. Alors là, vous allez me sortir. Oui, mais Ken Loach, ok. Donc il y a un gars
qui fait des films qui sont engagés socialement. Il y en a plein des films indépendants, genre Reservoir Dogs, il a été fait avec 10 000 balles, je crois. Ouais, bah il est où le mec qui a fait Reservoir Dogs? Il est toujours indépendant ou tu vois? Non, mais il a été récupéré par non, mais voilà, en fait, le truc de dire, tu prends le mouton à 5 pattes qui fait un truc pour valider le fait que regarde, c'est accessible au plus grand nombre, bah en fait, pour moi, c'est justement le piège, tu vois. Ce que moi je vois avec la vidéo d'Inox, alors sans pour autant parler de délire de riche, parce que direct on va te dire ouais mais t'es jaloux, t'as rien fait de ta vie, t'as pas d'argent, t'as pas de thune, t'es jaloux. Non mais ça c'est de la merde. Il y a quand même un truc, c'est que je trouve ça facile à la fin de sa vidéo, de ce que j'ai vu dans des boucles qui sont sortis sur les réseaux, de dire se déconnecter et tout machin, on retrouver les vraies valeurs. Alors que lui n'existe finalement. Mais oui, c'est ce que je sur leurs écrans. C'est ce qu'on disait au début. Tu l'as dit, pardon. Non, mais enfin, c'est bien de le répéter. En fait, je pense que la morale, elle est giga naïve. Et la vraie question que je pose, c'est est-ce que même Inox, qui est vraiment, je le redis, c'est une crème, c'est vraiment un bon gamin, tu vois. La question, c'est est-ce que même lui, il a conscience de tous ces putains d'enjeux? Et en fait, je suis même pas sûr. Tu vois, je suis même pas sûr que lui-même, il ait conscience des enjeux de réchauffement climatique, de surexploitation touristique d'un endroit, machin, etc. Je suis même pas sûr qu'il ait vraiment tout factorisé, tu vois. Ouais, en fait, il y a une sorte de macronisme mental, tu vois, aujourd'hui, qu'on voit un peu avec les JO, qu'on voit avec plein de trucs aujourd'hui, une sorte de culte de la performance, il faut pas critiquer, parce que si tu critiques, ça veut dire que t'es un aigri. Il y a un truc maintenant où... en fait, on doit être comme un peu ébahi, la bouche grande ouverte et dire ah c'est génial, lever le pouce. Alors en fait, c'est pas non plus incroyable. Là, il y a l'argument de c'est un gosse qui revient fréquemment dans le chat et je comprends vraiment pas. Déjà, c'est pas parce que c'est un gosse qu'on n'a pas le droit de dire que, en l'occurrence, si on veut critiquer son rêve, qu'on n'a pas le droit de dire que son rêve est pas bien ou que c'est un truc. Ça me fait un peu. Moi, j'ai pensé, je sais pas si vous voyez qui est Aurélien Barraud, qui est un astrophysicien qui, pendant une période, a été un peu médiatisé parce qu'il tenait des positions assez proches, en un sens, de la collapsologie, enfin, d'annoncer l'effondrement ou quoi, mais avec une veine beaucoup moins mystique, parce c'est vraiment un physicien, chercheur au CNRS, etc. Et il disait, lui, il s'est pris des shitstorms parce qu'il critiquait Thomas Pesquet. Il critiquait pas Pesquet pour critiquer Thomas Pesquet. Il disait, mais en fait, il y a un moment donné où écologiquement, si on veut être raisonnable, si on veut soutenir une pensée écologique qui soit vraiment cohérente, il va falloir questionner les programmes spatiaux. Qui, alors lui, il dit c'est des concours de bits entre présidents américains et puis milliardaires. C'est littéralement des bits volantes. Hein, et du coup, c'est pareil, quoi. En fait, il y a, je veux dire, pour qui est un tant soit peu sensible aux questions écologiques, on sait qu'il y a des désirs qui vont ne plus pouvoir être exercés. Et on est hyper hostile, hyper réticent pour des personnes qui ont été biberonnées au libéralisme à l'idée qu'on va avoir des désirs qui sont entravés. Ça explique, je pense, le niveau de crispation et d'hostilité dans des discussions où il est question, par exemple, d'arrêter de voyager. Parce que s'il y a deux comportements individuels qui sont vraiment importants à transformer dans une perspective écologique, c'est le régime alimentaire et la question des modes de transport en avion. Donc déjà, moi je considère que oui, on peut critiquer les désirs d'un gamin de 22 ans et même d'un gamin de 7 ans. Ça ne veut pas dire qu'on va lui mettre une gifle. Excuse-moi, JB, juste, je t'interromps, mais on peut critiquer les désirs d'un adulte. Le mec est adulte. Oui, il a 22 ans. Et alors la deuxième chose que je voulais ajouter, je termine sur ça, c'est qu'en plus de ça, dire que c'est un gosse, c'est pas vrai parce que je peux pas croire qu'à ce niveau de notoriété, à ce niveau de professionnalisation où tu es dans des calculs tactiques constants en rapport avec ton économie, ta boîte, etc. Ah mec, je te jure, j'ai bossé avec lui. Quand je te dis, c'est le petit du City à qui tu donnes 1 euro pour qu'il aille t'acheter une canette, je te jure, c'est ça. Hein. Non mais c'est vraiment ça. Ouais, c'est-à-dire, c'est pour ça que je disais, lui en fait, c'est genre la pépite, tu vois, c'est la poule aux œufs d'or, c'est autour qu'il y a une équipe qui pense pour lui, tu vois. Mais lui, en vrai, je crois, il avance dans la vie, il regarde même pas où il pose ses pieds, il s'en bat les couilles, parce qu'il sait que quelqu'un va mettre une planche sur la plaque d'égout laissée ouverte, tu vois, c'est vraiment... c'est contre-bonheur, le boug. Il n'y a pas d'excuse non plus, parce qu'en fait, des gens qui ont les moyens d'être au courant de tout un tas de choses, des gens qui ont les moyens de s'informer, qui ont le temps pour ça, qui ont les ressources matérielles pour ça, de s'informer pour essayer à minima de ne pas nuire. Je dis pas que c'est un militant qu'on doit retrouver sur une ZAD, tu vois, mais à minima de ne pas nuire et de ne pas produire des discours et un imaginaire qui est nuisible.
Moi, je pense vraiment que cette vidéo, elle véhicule un imaginaire qui est nuisible. C'est pas juste « Ah, j'aime pas, je regarde pas ». C'est que je pense que c'est quelque chose qui est nuisible en termes de ce que ça propose comme type de désir à des gamins, parce que sa communauté est quand même jeune. Et en fait, moi, je trouve aucune excuse à quelqu'un qui a ce niveau de ressources matérielles et à ce point Je suis d'accord avec ça, qui dispose de ce temps libre pour ne pas se questionner sur des choses qui sont fondamentales. Je ne demande pas de devenir infirmier du jour au lendemain, mais au moins ne pas nuire. Et pour moi, à ce niveau-là, mais tous les influenceurs, ils n'ont aucune excuse. Après, ça, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a une notion de responsabilité et beaucoup d'influenceurs aiment bien la mettre de côté pour faire du contenu à la place, quoi. Aligné à 200% sur JB, il y a aussi un problème de l'impossibilité de voir une critique construite sur Twitter. Là, il sort son truc. Il y a eu des critiques constructives en disant oui, à la JB, tu vois, en prenant ses arguments, parfois on va dire en petits morceaux, parfois tout condensé. Mais il y a aussi le fameux Golemont, tu vois, genre truc de Golemont. Putain, il insiste en plus. Non, mais est-ce que c'est le mot que j'ai vu, c'est le mot de la semaine, tu vois. Et il y a les gens, ils l'ont attaqué en frontal, effectivement, hater pour être hater, et il y a pas le moyen d'avoir un... Enfin, tu vois, on peut pas lui opposer quelque chose, parce qu'effectivement, d'un côté, il a son entourage qui existe, plus l'entourage de Webedia, plus sa propre préservation mentale, il va pas regarder les haters. Mais effectivement, le discours d'opposition lui est inaccessible parce qu'il est noyé aussi dans de la haine pure, et ça, c'est dommage, quoi. Vas-y, parle, Samo. Non, t'entends pas, là. Ouais, effectivement. Il y a un truc sur Marvel, quoi. Et non, t'entends pas. Alors, c'est le moment où je peux faire la voix de Samora. Vas-y, parle un coup. Là, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, Merde, j'aurais pas le temps de faire du voice-over. Mais c'est le micro de ma webcam, donc ça va être dégueulasse. Das, t'as arrêté de dire Golemont à quel âge ? J'ai arrêté de dire Golemont quand j'ai pris conscience qu'effectivement c'était pas ouf, voilà. Donc après ça peut arriver un peu à n'importe quel âge. Je pense que l'essentiel c'est justement de questionner ses habitudes et d'essayer de les changer pour le mieux, quoi. Voilà. Et peut-être un jour Inox investira la moitié de sa fortune en disant j'ai été con pour l'Everest, et il donne, enfin je sais pas, mais en vrai c'est vrai que lui il créera une flotte de voiliers pour qu'on aille à New York en voilier, tu vois. Lui il est tellement parti, voilà, lui il est tellement parti dans le délire shonen qu'il a dû se dire c'est quoi un gros défi pour un être humain, c'est de gravir l'Everest. Pour moi par exemple ça serait effectivement de traverser l'Atlantique en voilier, tu vois. Au moins en voilier c'est vertueux, tu fais chier personne, tu sais. C'est du vent, un bateau, ça flotte. Ouais, mais c'est pareil, je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Fibre. S'il fait ce que tu viens de décrire, ce sera probablement moins pire que ce qu'il a fait là, c'est sûr. Mais je veux dire, ça restera encore de la philanthropie, quoi. La philanthropie, c'est quand même un mode d'action politique qui est hautement critiquable. Ça suppose qu'il y ait des riches et qu'en plus, on vienne quémander auprès des riches complètement. Le fait qu'ils veuillent bien investir dans la vie politique. Et il y a quand même un truc où on est abreuvé quotidiennement, et partout, dans les médias, sur Internet, dans les journaux, de la vie des riches. Et il y avait une phrase de Frédéric Lordon, qui est un économiste communiste, un philosophe, et il disait, je pense... Ça fait beaucoup, là. Qui disait, je pense, si Paris Match existait au Moyen-Âge, je pense que n'importe quel seigneur aurait eu la trouille de se retrouver avec des fourches et des torches en bas de son château, quoi. Ouais. Et mais en fait, le niveau de conscience qu'on a de la vie des riches, et il n'y en a pas un seul qui prend tarif. Moi, ça m'épate. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que à une époque, être riche, ça suffisait. C'est-à-dire que les gens qui étaient riches, ils n'avaient pas en plus le besoin d'être connus. Et c'est vrai que le truc qu'on voit, c'est qu'il leur faut tout, en fait. Il faut qu'ils soient riches, qu'ils soient connus, qu'on les trouve cool. Enfin, tu vois, il y a beaucoup trop de trucs. Parce que, en fait, c'est comme ça qu'ils ont plié le... Il y a beaucoup d'enrichissement sans cause aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent sans avoir vraiment travaillé pour, enfin, même la majorité, sans avoir travaillé pour, sans avoir fourni quelque chose qui expliquerait cette richesse. Du coup, d'où vient le mythe de la méritocratie? Forcément, s'ils ont réussi, donc c'est qu'ils ont mérité de réussir. Bien sûr. Et du coup, ils ont besoin de faire de la performance, du performatif pour dire, et regardez, cet argent-là, je l'ai, mais je fais ci, je fais ça. Je fais de la philanthropie, je vais monter le sommet de l'Everest. Si je gagnais 2000 € à la minute, tu saurais même pas qui je suis, je te garantis, franchement. Ouais, mais il y a un truc d'ego, tu vois, de dire j'ai fait tout ça, j'ai tout ça dans mon compte en banque, comment c'est possible que je sois pas connu, quoi. Il faut que les gens me vénèrent, quoi, m'adulent.
Ouais, et c'est ça, c'est-à-dire il leur faut tout. Il leur faut Il y a tout. même autre chose. En fait, c'est un sujet qu'on a eu, dont on a parlé il y a 4 mois. Sur Squeezie, on disait Squeezie, il a eu beaucoup d'argent et du coup, il a lancé un disque de rap, c'est ça? Ouais. Voilà, en mode, j'avais envie de le faire, je le fais. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que c'est là le véritable. Tellement pas d'accord. C'est là le véritable pouvoir de l'argent et la liberté que donne l'argent. L'argent, quand tu veux faire un truc, tu le fais. Est-ce que c'est je veux le faire, je le fais, ou j'ai l'argent, il faut que je devienne un artiste pour justifier cet argent? Non, c'est pas être un artiste, ça justifie que je sois riche. Non, c'est vraiment je veux le faire, je le fais. Et ça, c'est un truc, je vais vous dire, j'ai eu un débat avec mon agence vénérée qui a duré attention. 5 putains d'heures. Et je crois que Germain n'était pas dans le call à ce moment-là. Ouais, il m'en parle un peu, Ben, de tes fameux débats. Et Ben, putain, ils m'ont mangé le cerveau. Et Ben et Bader, ils m'ont pété les couilles. Parce que moi, je leur disais, c'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire. Tout simplement. S'il y a des gens qui ont déjà proposé le truc et qui l'ont déjà bien fait, pourquoi juste parce que j'ai l'opportunité de le faire, est-ce que je devrais le faire? Et eux, ils m'ont dit, parce que c'est comme ça que fonctionne l'économie de la création de contenu. Ouais. Et j'ai dit, bah... Ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai. T'es obligé de faire ta version à toi, tu vois, dans cette économie-là. Parce que si tu ne le fais pas, il y a certaines personnes qui vont penser qu'il y a un trou dans la raquette ou, tu vois, t'es obligé de proposer ta take, ton truc. Tu vois, moi, j'ai fait une vidéo débrief de l'iPhone 16, ça a déjà été fait, mais j'étais obligé de le faire parce que c'est mon domaine, tu vois. Je suis d'accord, je suis tellement d'accord qu'il y a 2 mois, il y a quelqu'un, je vais pas dire qui parce que je me suis engueulé avec lui récemment, qui m'a dit Fibre. La place que tu prends, c'est une place que tu gagnes. La place que tu laisses, c'est une place que tu perds, tu vois. Et il m'a foutu une pression avec ça. Genre, j'ai dit, putain, il faut que je sois partout, il faut que je fasse tout. J'en suis tombé malade. Hein. Et là, récemment, je lui ai renvoyé un message en disant, mais c'est pas du tout vrai. En fait, la place que tu prends, ça peut être une place de merde. Si tu prends une place, tu n'auras peut-être pas celle d'au-dessus. C'est une place qui coûte trop cher. Tout ça, je me suis énervé, tu vois. Et là, je me calme un peu sur le sujet. Mais vraiment, il m'a énervé avec son proverbe de merde, là. Voilà. C'est bizarre de voir David comme des places à prendre aussi. C'est un peu. Bah oui, mais c'est toujours pareil. On est dans un business où c'est l'économie de l'attention, donc il faut pas être naïf là-dessus aussi, tu vois. Moi, ce que j'ai dit par contre, c'est que si demain je deviens millionnaire, je vais pas vouloir faire d'un seul coup un album de hard rock parce que c'est ce qu'il faut faire, tu vois. En fait, je dirais à un moment donné, je ferais à la limite, et c'est pour ça, moi j'en ai parlé, j'ai dit à la limite la démarche de Ponce, je la trouve plus vertueuse. C'est-à-dire que lui, en fait. Il a l'oseille, il aime bien la musique, bah il monte un label pour produire des gens qui font la musique et qui auraient peut-être pas eu une opportunité de signer dans une maison de disques, tu vois. Et ça, à la limite, je comprends. Si Squeezie, il avait monté un label de rap et qu'il avait produit des rappeurs, j'aurais dit ok. Mais là, le fait de vouloir se mettre soi-même encore en avant, toujours en avant, c'est insupportable en vrai. Mais oui, mais enfin, quoi, d'avoir des gens qui considèrent que... qui peuvent essayer d'être utiles aux autres, quoi. C'est quand même dingue de se dire que c'est même plus un critère qu'on envisage dans le type de métier qu'on a envie de faire ou le type d'action. Mais c'est une quête de légitimité parce que la création de contenu c'est tellement large et tellement il y a tellement de vacuité dans la création de contenu pour beaucoup de créateurs qu'en fait il faut qu'il y ait un truc pour se remplir en fait, c'est-à-dire avec de l'art, avec de l'entrepreneuriat ou avec en fait ils ont besoin de justifier leur visibilité, leur réussite. Oui, mais je suis plus que ça. Je suis aussi un artiste. Je suis pas qu'un entertainer, je suis aussi un artiste, je suis aussi créer des choses. Ouais. Et ça, je comprends cette quête de légitimité. Et dans l'absolu, moi, je la comprends pour quelqu'un qui, par exemple, a toujours taffé de la musique dans son coin et qui profite de son exposition, tu vois, pour dire ah bah au fait, regardez, je savais faire ça aussi, let's go, tu vois. Mais quand vraiment t'as l'impression que c'est un truc le mec qui s'est réveillé un matin en disant let's go, je vais faire ça, alors que rien, absolument rien, dans son contenu laissait supposer qu'il y avait un attrait pour tel ou tel type de musique, moi j'ai un peu de mal, tu vois. Je me dis ah frère, ok, c'est ton oseille, tu fais ce que tu veux et tu forces personne à l'acheter, parce que ça aussi c'est la défense, c'est il force personne à l'acheter, tu vois. Ouais, mais quand même, ça occupe de la place qui pourrait être pris par des personnes un peu plus pertinentes dans le domaine, tu vois. Je suis un peu matrixé par ma femme qui me rend complètement de gauche et mec qui fait des dons à des associations, tout ça, etc. Mais vraiment, au début de notre relation,
je priais pour qu'elle gagne pas l'auto, tu vois. Je priais de toutes mes forces parce que je savais qu'elle allait tout donner et que ça allait me détruire, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce qu'il raconte? non, mais imagine ta femme, elle gagne au loto, genre 300 millions, et elle donne tout, genre à des associations, mais vraiment, ça te détruit la vie. Mais tu sais très bien qu'elle le fera jamais, Au pire, tu crées l'association, mec. Mais bien, je lui ai dit, c'est quoi, on fait une fondation, j'ai un petit salaire et tout. Non, mais on n'a pas besoin de cet argent, voilà ce qu'elle me dit, tu vois. Et elle a raison dans le fond, mais moi, tu vois, si j'avais un petit million d'euros, je serais bien, tu vois, je m'achèterais une petite maison, je sais même pas si je travaillerais, tu vois. Voilà. Bah, tu sais, on se dit toujours ça, mais regarde, moi je suis millionnaire et malgré tout, je continue à streamer et tout ça n'a pas de sens. Tout simplement, bien sûr. Il faut que tu sois occupé de toute façon. C'est comme les retraités, ils arrêtent pas de vivre. Ouais, sinon tu t'ennuies, mec. Donc à un moment donné, un petit stream, voilà. Ouais, c'est clair, putain. Bah, non, vous êtes sûr qu'on s'ennuie? Quand on est riche, je pense qu'on s'ennuie, ouais. Ouais. Mais en fait, je connais des gens qui... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Je trouve tout à l'heure, je voulais parler d'un truc. J'ai un petit élément réactionnaire dans ma construction politique. C'est que je préfère vraiment l'aristocratie à la bourgeoisie. Parce qu'en fait, l'aristocratie. Parce que non, mais attendez. Non, mais why not en vrai? L'aristocratie peut être pauvre. Parce que l'aristocratie avait quand même le mérite de s'imposer comme devoir, comme exigence, l'élévation morale et spirituelle. Et par rapport à l'espèce de bourgeoisie décadente et nihiliste, moi je préfère. Et causienne. Voilà. Non mais dis ça, nique sa mère les aristocrates. Oui, parce qu'il y avait de l'aristocratie décadente. Non, mais c'est plus une blague qu'autre chose. Mais par contre, là où je veux en venir, c'est que je pense que vraiment que le truc de dire que la bourgeoisie est triste et nihiliste, enfin c'est un truc qui est sûr. Moi j'avais eu la discussion avec quelqu'un qui partait en vacances à un endroit de France très très embourgeoisé. Et en fait, je me souviens que le moment où j'avais réussi à la retourner, cette personne, dans la discussion, c'est quand j'avais dit « Mais tu te rends même pas compte que vos désirs de bourge, vous êtes des beaufs, vous êtes en chemise Ralph Lauren, ouverte jusque-là, avec les poils du torse en évidence, vous faites du jet ski, vous en avez rien à battre de tout le monde autour de vous, vous êtes nihiliste. » Mais le jet ski, il n'y a pas d'hélice, donc tu blesses pas les poissons. Non, mais tu vois, il y a un truc, ils se rendent. Enfin, tu vois, c'est complètement has-been comme. Pour aller dans ton sens, JB, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. J'étais à Londres la semaine dernière. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup à Londres, enfin en Angleterre, c'est qu'il y a des hiérarchies dans la société et elles se voient. C'est-à-dire que... Oula, attention, cette phrase-là. Non, mais pour le coup, il y a des seigneurs, des ducs, enfin, tu vois, ils ont des lords, et les pauvres sont très pauvres, les riches sont méga riches, et vraiment, les pauvres galèrent de ouf. Et tu vois, il y a en France... Ouais, c'est pas mal, ça. En fait, en France, je pense qu'il y a la même chose, mais à part qu'on se ment, on dit nous, ça par contre, on a coupé la tête des rois. Si tu vas à l'école, tu auras les mêmes privilèges que c'est l'égalité, alors qu'on sait que c'est faux. Je pense qu'en Angleterre, ils souffrent autant que nous, mais au moins ils le voient. Tu vois, ils disent ok, il y a le système. Les antagonismes de classe, ils sont beaucoup plus visibles. Plutôt que de faire croire à des proles qui, parce qu'ils ont un iPhone 10, en fait, ils font partie de la classe moyenne. Oui, c'est ça, mais c'est comme quand on dit que la France est un pays raciste, factuellement c'est le cas. Mais elle se drape dans un humanisme et un universalisme qui la mettrait à l'abri de Dieu, alors qu'on sait très bien que peut-être que ça serait plus simple si clairement il y avait des quotas qui étaient mis en place, parce que du coup ça reconnaîtrait qu'il y a des inégalités dans le pays, tu vois, c'est une grosse discussion, hein, ça. Là où moi j'ai pété un câble, c'est quand je regardais BFM Apolline le matin. Aïe. On était en réac, il y avait Apolline de Malherbe et François Ruffin. Alors la double souffrance. François Ruffin n'est pas un camarade, évidemment. Ça, c'est la gauche qui attaque la gauche. C'est pas bien. Alors là, moi, j'en ai rien à foutre. Je suis pas représentant de parti, donc François Ruffin, franchement, je déteste. Et donc François Ruffin, il vient de raconter un peu sa merde, un peu raciste, un peu sur BFM. Et à un moment donné, il dit à Apolline de Malherbe, oui, mais de toute façon, vous comme moi, nous sommes de la classe moyenne. J'ai dit, mais attends, mais c'est quoi cette histoire-là? Apolline de Malherbe et François Ruffin, c'est la classe moyenne en France? Déjà, il y a écrit de Malherbe dans son nom de famille. Ouais, déjà, mais même François Ruffin. François Ruffin, il est député déjà. Donc le salaire de François Ruffin, excuse-moi, c'est pas le salaire de la, comme il aime dire là, les éboueurs d'Abbeville ou la caissière de Shopee, je sais pas quoi. Karine, caissière de Leclerc. Le mec, il est réalisateur de documentaires. Enfin, sa vie, c'est pas vraiment l'usine, quoi. Et donc, je me suis dit, ok, d'accord, en fait, c'est vraiment ce que tu dis, c'est qu'on se ment à nous-mêmes.
En fait, on invente des trucs de classe moyenne supérieure, machin. En fait, c'est juste tous des gros bourgeois et ils nous gaslight sur notre propre pauvreté. Mais en fait, il n'y a pas plus inconscient, et pas plus non lucide que les bourges sur leur positionnement de classe. Et sur ça, il y a plein d'études sociologiques où on demande à des personnes dont on sait le positionnement économique de se situer dans les différentes classes sociales. Et les bourges, systématiquement, se classent beaucoup plus bas. Ils pensent appartenir au décile en dessous, ou voire au double décile en dessous, etc. Il y a vraiment une oui, mais pourquoi pour ces gens-là. Parce que ces gens-là, c'est comme la classe à laquelle ils appartiennent. Mais non, mais c'est comme nous, quand on se représente la classe des streamers à laquelle on appartient, on regarde toujours en haut, vers le haut, et on se trouve toujours plus petit que des gens plus hauts. Et du coup, on a tendance à oublier que nous, on est déjà largement au-dessus de la moyenne aussi, tu vois. Ah bah oui. Et puis le discours sur le précariat dans le Twitch game, moi, ça m'énerve un peu. Le prolétariat, c'est pas les streamers Twitch. Sur la mixité sociale, il y a une petite actualité intéressante. Donc, la Cour des comptes a a froncé les sourcils sur la gestion du SNU, qui devait être une initiative où les pauvres et les bourges sont ensemble pour faire un grand service militaire. Il paraît que c'était aussi la beauté du service militaire à l'ancienne, ce qui n'a jamais été le cas, je le rappelle. Hein. Voilà. Et donc, ils ont froncé les sourcils sur deux aspects. Déjà, sur trois aspects, ça coûte très cher. Bon, ça va. Deuxièmement, ils remplissent jamais leur quota. C'est-à-dire, ils disent on veut 35 000 jeunes et ils en ont que 20 000 qui y vont. Et c'est que des bourges qui y vont. Voilà. Donc, c'est pas du tout... il y a zéro mixité sociale. Voilà. Ce qui est normal finalement. Oui, mais en fait, le problème c'est que dans l'imaginaire collectif, les gens se disent le service militaire avec la conscription à l'ancienne, là, que toi et moi on a évité de justesse, c'était le dernier truc qui permettait à l'ensemble de la population française de se croiser en faisant les classes, nanani, nanana, alors que c'était archi faux. C'est-à-dire que quand t'étais fils de bourgeois, tu te retrouvais chauffeur de général dans Paris, tu vois, mais t'allais certainement pas à Belfort te cailler les couilles avec tous les prolos du 93, hein, tu vois. Et puis génial, se rallier tous ensemble dans l'idée de la guerre et de la potentielle mort au front, c'est pas super. Non, et puis il y avait aussi il y avait juste deux mots, JB. Il y avait un ruissellement du passe-droit, c'est-à-dire qu'en gros, vous savez, c'est la fameuse classe prépa où on devient école d'ingénieur qui appartiennent qu'aux gens qui font des classes prépa dont les parents étaient médecins ou je sais pas quoi. Et quand tu es classe prépa, tu peux décaler le service militaire jusqu'à un certain moment où tu rentres dans l'école d'ingénieur, tu décales encore et en fait, à un moment, tu es trop vieux, tu peux plus y aller. Donc les gens l'évitaient aussi comme ça. Mais Eric Ciotti hein, qui a utilisé ses relations comme Zadave dans le chat, bien sûr. Vas-y, JB. Non, c'est juste... je voulais répondre à Samo qui disait se retrouver autour de l'idée de la guerre, mais en vrai, il y avait un truc aussi important dans le service militaire. C'est pas la question de la mixité sociale, mais c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de communistes qui attendaient ça avec impatience parce que pour des partisans de la lutte armée... Oui, pour apprendre à manipuler les armes. Non, mais vraiment je veux dire, c'est un élément historique de l'histoire de la gauche. JB qui va faire des streams, bon les jeunes. Écoutez, allez au service SNU, apprenez à manipuler des armes, ça vous servira, vous savez, un jour. Ouais, et puis... Pour des partisans de la lutte armée, c'est bien de savoir lutter et de savoir s'armer, quoi. Il y a besoin de ces deux choses. Oui, et justement, notamment là où j'ai grandi, à un moment donné, il y a eu la question de la lutte armée. Il y a beaucoup de choses qu'ils faisaient quand ils ont pris le maquis, entre guillemets, c'est pas le maquis, mais quand ils sont partis en marronnage, ils appelaient ça. Mais c'était reprendre un peu ce qu'ils avaient appris au service militaire et tout. Donc oui, effectivement, c'est ça, tout à fait. Bon. Si vous voulez d'un autre sujet, parce qu'on a un peu de temps, est-ce que vous avez vu le débat Trump-Harris ? Ouais, j'ai vu. Avec les trois temps forts, les chiens, les chats. Ouais, j'ai halluciné. Il y a aussi les rallyes, c'est-à-dire personne ne va à vos rallyes, Monsieur Trump, et on s'ennuie. Et le dernier truc, j'ai oublié. Voilà, ici, l'avortement. Oui, l'avortement, 9 mois. Très belle, non mais surtout extrêmement très belle tirade de Harris. Alors bon, évidemment je suis pas pro Trump, mais très beau discours. Même si Harris n'est pas convaincant tout le temps, très beau discours sur l'avortement de Harris, donc très agréable. Enfin contre l'avortement. Est-ce que vous l'avez vu ? Vous avez eu des petites retombées voilà. Moi je suis toujours extrêmement surpris par, pas surpris, extrêmement dubitatif face aux élections américaines.
dans le sens où officiellement il n'y a pas que deux partis. Hein. Il y a les Greens par exemple avec Jill Stein, il y en a d'autres, mais on ne voit effectivement que ces deux-là, que le Parti démocrate et le Parti républicain. On a Donald Trump qui est vraiment une ordure, un être humain vraiment dégueulasse et un mec d'extrême droite, hein, on peut le dire. Et en même temps, on a Kamala Harris qui est censée représenter une aile plus progressiste, mais franchement, quand j'écoute ce qu'elle dit, elle est trop fière de dire qu'il y a des républicains qui l'ont rejoint. Elle est trop fière de dire que soutien indéfectible au gouvernement israélien. Franchement, compliqué. Hein. Il y avait Angela Davis à la fête de l'UMA qui disait oui, Kamala Harris, il faut la soutenir parce que ça va permettre qu'il y ait des gens à gauche plus radicaux qui vont infléchir sa politique et sa vision, et notamment... Oui, la radicalité de gauche reste à prouver chez eux, quand même. Hein. Ouais, mais franchement, je ne crois pas que ça arrivera un jour. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Moi, j'ai dit que la radicalité de gauche aux États-Unis dans leur système politique, elle reste à voir. C'est-à-dire que le parti le plus à gauche, il est de droite, quoi. Tu vois, ouais, c'est ça. Bernie Sanders, pendant sa campagne, il y avait un moment où il citait dans ses influences Lénine. Même Mélenchon fait pas ça. Tu dis, le gars, il cite Lénine aux États-Unis, mais il a peur de rien. Du coup, il a jamais été élu à quoi que ce soit, tu vois. Et AOC, qui était un peu la petite Bernie Sanders, maintenant, elle est plus du tout là-dedans. Hein. Je sais pas si vous avez entendu AOC. Ah, mais franchement, elle se Kamala Harrisise énormément. Enfin, elle garde une certaine forme de radicalité par rapport à Kamala Harris, une liberté de parole qui l'honore, tu vois, mais quand même, les propos sont très... Tu sens qu'elle se dit, bon, il y a une carrière politique quand même à faire. C'est plus du tout la même personne qu'au début de sa carrière, AOC. Mais voilà, j'ai pas vu le débat du tout. J'ai vraiment vu rapidement des extraits. En plus, la politique américaine, ça me tétanise parce que j'ai l'impression de rien y comprendre. Mais simplement, le truc qui m'a fait un petit peu plaisir, mais c'est peut-être une sensation complètement fictive, c'est que j'ai eu l'impression que la présence de Kamala Harris faisait un petit peu reculer le niveau de délire phénoménal des débats auquel on s'était habitué depuis 10 ans avec Trump. J'ai eu l'impression qu'elle a réussi à imposer un mode de discussion un peu plus raisonné. Elle l'empêche de dérouler. C'est peut-être fictif. Hein, mais... Après, le mec, j'avais vu des extraits de Biden-Trump où les gars, ils étaient en train de s'agripper en mode toi, tu sais golfer, toi, tu sais pas golfer, machin. Enfin, ils étaient en train de faire un concours de beats sur littéralement, sur la qualité de leur swing au golf, en disant toi, t'es trop vieux, t'as une prothèse de hanche, je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Non, là, effectivement, en gros, elle a fait fermer sa gueule à Donald Trump, tu vois. Mais je crois qu'ils ont compté, en termes de fake news, le gars, il en a balancé une trentaine, je crois. Pendant le débat, une trentaine de fake news. C'était sur ABC, et à titre exceptionnel, il a été débunké en direct. Donc c'était assez impressionnant. Surtout, je sais pas si vous avez vu la question des chiens et des chats, ça vous dit quelque chose? C'est extrêmement grave, extrêmement raciste. Je pensais, imaginez quelque chose comme ça en France, mais... Justement, dinguerie. Justement, Samo, il faut que je te raconte une anecdote. Bon, moi, je suis sur Facebook parce que je suis un vieux et je suis sur le Facebook de Bar-le-Duc. Voilà, et en fait, c'est vachement utile parce qu'un jour, figurez-vous, j'ai perdu ma carte d'identité et un gars sur le Facebook de Bar-le-Duc qui a dit hey, j'ai trouvé ça, c'est un petit village. Okay Et c'est la vérité. Okay, souvent, je dis quand je dis c'est la vérité, je mens. Mais là, je dis c'est la vérité. Il y a 2 semaines, il y a une rumeur qui dit je comprends pas, il y a des gens un peu inconnus, genre ils voulaient pas dire des Arabes, des gens un peu inconnus qui sont dans le quartier et des chats disparaissent. Et des chiens disparaissent. Est-ce que c'est le cas, tu vois? Et les gens ils disaient non, j'ai encore mon chat, je comprends pas. Et c'est une rumeur comme ça. Et je vois Trump qui parle de ça et je me dis mais en fait c'est des trucs qui viennent de je sais pas où, de complotistes, de QAnon, de Russie ou je sais pas quoi, qui montent comme ça dans la complosphère et ça arrive. Et en fait à un moment ça arrive à Trump et Trump il les sort, tu vois? C'est incroyable. J'ai vu le truc arriver avant que ça arrive à Trump. Donc je pense que cette accusation complotiste, elle est déjà en France. Elle était même en France avant qu'elle soit chez Trump. Ah oui, ça existait en France, par exemple, avec les gens du voyage. Mais pas repris par des politiques dans des débats. Enfin, ça existait, mais pas avec cette force-là, quoi. Les punaises de lit et les migrants. On l'a eu, ça. C'est passé à la télé. C'est passé à la Pascal Pro. Ouais, alors c'était pas un politique. Ok. Les politiques, qu'est-ce qu'ils ont dit? Par exemple, Zemmour, lui, il avait parlé du vert de l'écologisme, qui était le vert de l'islam, ou un truc comme ça. Bon, ça va, ça passait encore. C'était pas au niveau de Trump. Mais en vrai, le coup de les migrants bouffent des chiens et des chats, sans déconner, attendez 2027, on va l'avoir chez nous aussi en débat, hein, ça c'est garanti. Hein. Mais vas-y. Moi, ce qui me fait peur, c'est que aujourd'hui, apparemment, je sature. Attends, je te règle.
Apparemment, il y a une... Enfin, apparemment, c'est ce que j'allais dire. En faisant ça, il y a une communauté aux États-Unis, qui est la communauté haïtienne, qui est déjà très fragilisée. La communauté haïtienne des États-Unis, c'est pas la plus fortunée, c'est pas la plus protégée, c'est pas la plus mise en valeur et tout. Et bien en fait, déjà qu'il avait dit quand il était président que c'était un shithole country, et là, ici, là, il remet encore le focus sur eux et il va autoriser des gens, voilà, pour protéger leur quartier, hein, d'aller tabasser des Haïtiens parce qu'on sait jamais ce qu'ils vont faire. Non, je trouve que c'est... Il met une arme dans la main de quelqu'un qui va un jour vouloir défoncer mais des Haïtiens, quoi. Ça, il l'a fait depuis son premier mandat, en vrai. Non, c'est vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du temps de 404, avec Daz, Lame, etc., c'était le 404, d'ailleurs, on avait fait un 404 qui reprenait, comme si on était en 2001, je crois. On parlait de Netflix, etc., qui louait des DVD à l'époque. Et en fait, la veille au soir, c'était les élections américaines, Clinton contre Trump. Il n'y avait personne en France, personne autour de la table qui disait que Trump allait gagner. Tout le monde disait c'est évident que Clinton allait gagner, et moi-même ça me semble évident. Le lendemain, Trump a gagné, tu vois. Et là, à la sortie de Kamala Harris versus Trump, je veux dire, j'ai eu un discours absolument incohérent, complotiste, haineux, et un discours sensé, tu vois. Ça me semble évident que personne ne va voter pour Trump, et pourtant, tu vois. Mais bien sûr, parce que les gens, en fait, ils en ont rien à foutre de la vérité, de la réalité. Mais c'est la même chose avec le RN chez nous, hein. Où tu te dis, bah, si on prouve par A plus B que réellement un mec comme Jordan Bardella est un incompétent notoire qui n'a jamais exercé de travail ou de mandat, qui est short sur tous les sujets, et que ça se voit, les gens ne vont pas pouvoir voter pour lui. Et pourtant... Mais c'est pour ça que tu dis, sur la question médiatique, les journalistes qui sont en plateau, qui sont confrontés à donc du personnel politique, qui adoptent la stratégie objective de fake news de Trump, qui consiste à saturer l'espace médiatique de fausses infos pour en fait ne pas pouvoir démêler le faux du vrai. En fait, les journalistes qui ont participé activement de ce truc-là, c'est des gens qui ont détruit une certaine forme de discussion, de débat argumenté, aussi insuffisant soit-il à plein de niveaux, quoi. Mais c'est des gens qui ont participé à rendre la sphère politique parlementaire absolument ingérable. Et il y a quand même un risque très très fort de fanatisation du RN avec des... En fait, c'est pas du tout improbable que d'ici 10 ans, on ait des supporters du RN qui soient de la même mouture que ceux qui ont essayé de prendre d'assaut le Capitole. Mais ce qui est inquiétant, c'est que non seulement on a donc comme je disais, une saturation de l'espace médiatique avec des mensonges, une partie non négligeable, 11 millions aux dernières élections des Français qui valident et qui croient en ce programme-là, mais surtout, tu as à côté la gauche et le centre, bref, mais surtout la gauche, une bonne partie de la droite en vrai, c'est ça. C'est ça, une bonne partie de la gauche qui décide de dire ok, on valide, c'est les paniques morales d'extrême droite sont nos sujets. Ouais. Et du coup, allons-y, on va parler immigration, on va parler frontières, on va parler wokisme. Et en fait, tu te trouves surtout avec un parti socialiste, par exemple, qui reprend l'ensemble des sujets du RN et limite reproche aux autres de ne pas le faire. Oui, parce que quelque part, quelqu'un a dû leur dire, si ces sujets-là sortent, c'est que les Français veulent les entendre, et si jamais on les traite pas, les Français vont avoir l'impression qu'on s'en bat les couilles de tout leur truc et qu'on est dans notre bulle en haut, tu vois. Mais c'est complètement stupide. Mais c'est complètement con. Mais pour moi, il faut pas donner d'air, justement. C'est le problème, c'est que tous les gens pensent que la tolérance, c'est accepter de débattre pour tout et n'importe quoi, alors qu'à un moment donné, tu devrais dire, j'ai beau être tolérante. Là, ce que tu dis, frérot, c'est nul à chier, on va même pas en parler, tu vois. Et ça devrait être salutaire de faire ça. Le problème, c'est que les gens ils disent, bah oui, mais si je le fais pas, on va dire que je pète plus haut que mon cul, que gna gna gna, que je suis dans la bourgeoisie, déconnecté, tatati tatata, donc je suis obligé de descendre. Et du coup, en faisant ça, tu renforces la position du RN et de tous les débiles qui pensent comme eux. Bah ouais. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Hein. Moi, j'aimerais bien que justement quelqu'un... Et je pense que c'est un peu ce que Kamala Harris a fait. Quand elle a débattu avec Trump, et à un moment donné, elle a dit non, mais là, en vrai, il n'y a rien à répondre là-dessus, c'est de la merde, tu vois. Genre, vous faites pitié, quoi. On va parler d'autre chose, tu vois. Et j'aimerais bien qu'on le fasse sur les plateaux, mais tu vas voir, si quelqu'un du NFP le fait, ça va être pris comme du mépris.
pour les petites gens qui s'interrogent et on balaye comme ça leurs interrogations et leurs insécurités d'un revers de la main parce qu'on est entre bobos parisiens, blablabla. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, on est très enfoncé dans cette discussion, enfin, dans cette problématique-là. Et il faut qu'aujourd'hui, la gauche n'ait pas peur d'être de gauche, tu vois, et de dire en fait, toutes ces paniques morales, tous ces sujets que vous voulez mettre en avant, etc. Enfin. On n'y croit plus, on veut plus être dedans, on veut plus vous courir après sur ces sujets, et quitte à peut-être perdre des élections à un moment donné, mais rester sur ses appuis, quoi. Je pense que c'est le problème de la gauche, elle a malheureusement pas assez de colonne vertébrale, je trouve. Bah oui, mais parce que en fait la gauche, elle est nucléarisée à mort, c'est-à-dire qu'il y a 12 gauches dans une seule, tu vois. Et en vrai, ils ont pas tous le même avis sur plein de sujets quand même, hein, tu vois, donc. C'est compliqué de... Enfin, on a vu ce que ça donne quand t'as une partie de la gauche qui prend les devants sur le terrain médiatique. Bon, bah, il se fait allumer la gueule parce que les autres en face, tout ce qu'ils veulent, c'est une tête qui dépasse pour pouvoir l'allumer, hein, tu vois. Mais en fait, il faudrait que les gens comprennent que tu te feras pas élire. Bon, déjà, la question de l'élection, on pourrait pas en discuter longtemps, mais tu te feras pas élire par des gens qui votent extrême droite parce que tu cours derrière l'extrême droite. Parce que de toute façon, ils préféreront toujours l'original à la copie. Et c'est pour ça. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que quand j'ai dit qu'il y avait 42% de fils de pute dans mon tweet légendaire là. En fait, c'est vrai, il y a des gens qui étaient en train de me dire « Ouais, eh ben, c'est pas comme ça que les gens vont devenir moins racistes. » Mais je vous emmerde, les gars. Vous avez déjà voté pour ces connards-là. Moi, j'ai pas à aller vous chercher, tu vois. Bah ouais. Mais les gens comprennent pas ça. Les gens comprennent pas ça. Il faudrait systématiquement, tout le temps, aller les chercher, les caresser dans le sens du poil en leur disant « Non, mais écoute, si tu es raciste, ça n'est pas de ta faute. Tu vois, si tu veux qu'on jette les migrants dans la mer pour pas qu'ils viennent gratter un bout de pain chez toi, c'est pas de ta faute. C'est parce que la vie, elle est dure pour tout le monde. » Non, mais tu vois, allez vous faire foutre, les mecs. Moi, je pense qu'il faut les prendre au sérieux. Je pense que, ok, si vous avez décidé de voter pour ça, c'est que vous y croyez. Ouais. Et moi, je vous allume comme si vous défiliez avec un drapeau nazi dans la rue. Pour moi, vous êtes les mêmes. Je m'en bats les couilles. Qu'on me dise, oui, mais en fait, non, ils sont moins racistes que... Il y a un mec qui m'a sorti ça. Il m'a dit, non, les gars que tu décris, c'est plutôt les zémouristes, tu vois. Je dis, mais frérot, la fenêtre d'Overton, ça te dit quelque chose ou quoi? En fait, l'objectif, il a totalement marché. C'est-à-dire qu'en ayant un mec encore plus con qui dit des trucs encore plus abjects, bah du coup, les gars juste cons et juste abjects, eux, ils passent pour normaux, tu vois. C'est incroyable de se rendre compte, en fait, que ça fonctionne réellement sur des gens qui, de mon point de vue, justement, t'es exposé aux réseaux sociaux, t'es obligé d'être un minimum, tu vois, tu vois les phases, tu vois les trucs, tu vois les ficelles, c'est vachement gros, tu te dis, ah non, mais là, ça marche pas, et en fait... Mais c'est limite ça le mépris, en fait, de croire que les gens d'extrême droite qui votent extrême droite sont pas conscients du fait de voter extrême droite. Les pauvres. Moi, je pense qu'ils sont très conscients de ce pourquoi ils votent, et que si voter pour le RN, c'est peut-être se dire adieu à des revalorisations de salaire ou de meilleures situations pour eux, mais par contre qu'il n'y ait pas d'immigration, qu'il n'y ait pas de noirs et d'arabes dans leur zone, bah franchement, ils vont y aller et ils sont d'accord avec ça. Mais ça participe de la déresponsabilisation qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui votent extrême droite, donc ils votent racistes et fachos, et c'est pas de leur faute, tu sais. La question de l'immigration, moi je suis pas... Enfin, comment dire, j'ai pas d'avis sur l'immigration. Attends, je prépare le drift, vas-y, attends. Non, mais ayant travaillé dans le BTP, à l'école du BTP, on m'a surtout appris que l'immigration, c'est plutôt une bonne chose pour le secteur. Mais bon, je vais pas égaler là-dessus. C'est vrai, pragmatique, mais réel. Mais récemment, il y a deux choses sur l'immigration qui m'ont un peu choqué. Déjà, c'est Trump, son seul discours, c'est non aux étrangers, on stoppe l'immigration. Ce qui est bizarre, parce que l'Amérique, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été ça. Ah bah, c'est sûr que ça sera pas ça, oui. Je trouve que c'est très nouveau parce que vraiment, beaucoup plus que la France, l'Amérique historiquement, c'est la terre où tout le monde peut aller, quoi. Tu vois, même les Français ils voulaient aller aux États-Unis, tu vois. Et le deuxième truc, c'est aussi, non seulement on a un rapport à l'immigration aujourd'hui, la plupart des Français veulent qu'il y ait moins d'immigration en France, ou même voir qu'elle soit à zéro. Mais cet après-midi, suite au naufrage des migrants, c'est-à-dire même pas les migrants qui veulent aller chez nous, les migrants qui veulent aller en Angleterre, il y a le sénateur des Hauts-de-France qui a pris la parole, il a dit un truc incroyable, il a dit « il faut qu'on arrête absolument l'immigration, parce que plus il y a d'immigration, plus il y a d'extrême droite en France ». Et c'est le seul barrage contre l'extrême droite, c'est d'arrêter l'immigration. Et je trouve ça dingue. C'est-à-dire le seul barrage contre l'extrême droite, c'est d'appliquer le problème de l'extrême droite. Et ça m'a rendu dingue d'écouter ça, quoi. Mais c'est une dinguerie. Bah après, on a fait barrage contre l'extrême droite et regarde-nous maintenant.
Mais ça, on s'est fait baiser. Hein. Ah on s'est fait baiser. En fait, l'idée, c'est que, en fait, il voulait avoir Bardella Premier ministre. Ça s'est retourné contre lui. Et là, il est en train de nous faire revenir par la fenêtre, tu vois, en mode, bon, on va voir quand même l'extrême droite au pouvoir. Mais en plus, ça veut aussi dire ça veut aussi dire quand même que je pense qu'il y a beaucoup de militants de gauche qui doivent accepter que. Je dis pas qu'il faut complètement abandonner la sphère parlementaire, évidemment, mais qu'alors d'aujourd'hui, c'est pas l'endroit où les forces doivent prioritairement se situer, quoi. T'as tout à fait raison. Toi, JB, je sais que t'es pour attraper des vestes et des chemises à la sortie des sessions parlementaires, mais ouais. Tu sais, oui, on a tout testé, hein, donc autant aller là-dessus, hein, c'est ça. Tu sais, JB, j'ai douté de ta vision, JB, j'avoue, j'ai douté. Et je ne doute plus désormais, maintenant j'ai ouvert les yeux. T'as le droit, ça me va, je suis très à l'aise avec la contradiction. J'ai ouvert les yeux. Cela dit, si on n'était pas globalement d'obédience de gauche ici et qu'on n'avait pas JB, il y a un truc qu'on peut se poser aussi la question, c'est que je remarque dans les discours sur TikTok et sur certains réseaux audiovisuels qu'il y a des gens de gauche qui disent maintenant, vous savez quoi, on parle plus à la droite et on parle plus extrêmement, on parle entre nous. Bah ouais. Tu vois et vraiment, plus JB qui dit apprenons à faire des armes, tu vois, à manipuler les armes. Enfin, tu vois, ce petit côté, on se remet entre nous, on parle entre nous. Non, mais en fait, en vrai, c'était un des seuls avantages du service militaire. Voilà. En vrai, effectivement, le fait que on dise attention, on est en train de s'énerver, c'est que ça peut faire peur parce que jusqu'à présent, les méchants violents, c'était surtout Enfin, moi, j'ai plus peur de me faire tabasser par un gars d'extrême droite dans la rue qu'un mec d'extrême gauche, tu vois. Ouais, mais à un moment donné, à force de présenter les gens de gauche comme des méchants, peut-être qu'à un moment donné, faut des antisémites. À force de comprendre comme des méchants, faut peut-être être le méchant de l'histoire, peut-être, je sais pas. Non, mais en gros, s'il y a une révolution dans 2 ans armée de la gauche, je serais pas surpris. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. Vas-y, surtout que historiquement, les modalités de l'exercice de la violence entre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est quand même pas les mêmes. Et historiquement, l'extrême droite, elle s'est toujours attaquée aux personnes et en l'occurrence à des minorités. Alors que historiquement, il y a quand même l'extrême gauche, elle est beaucoup plus adepte du sabotage, du bris de vitrine ou de l'attaque de certains symboles. Le problème, c'est qu'on met tout ça sous la catégorie de violence, ce qui contribue à égaliser. Oui, bah bien sûr, on les met dos à dos, ouais. Mais la violence, c'est une modalité. C'est une modalité d'action politique qui existe. J'ai fantasmé j'ai fantasmé d'un pirate informatique qui, le lendemain de la nomination de Michel Barnier, remplace dans toutes les dépêches AFP, tous les blogs, tous les journaux, Macron par Macron, l'ami du RN, tu vois. Ouais. Pour que, en fait, tu sais, les journalistes, quand ils lisent leurs dépêches, ils disent ça par erreur, tu vois, genre ils se plantent parce que. Mais vraiment, c'était. Enfin, je veux dire. C'était dur, hein. C'est dur ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des gens encore qui croient en Macron? Genre, est-ce qu'il y a vraiment des macronistes dans le peuple, hein, je veux dire? Des gens qui disent, non, Macron, franchement... Tu veux dire des gens dont leur futur poste ne dépend pas de lui? Ouais, je veux dire, des gens pas des suceurs de Macron. Moi, je pense que même dans son propre camp, il y a 3/4, ils y croient pas, hein, déjà de base. Hein. Il a peut-être fait illusion au tout début quand il a fait La République En Marche, là, mais après... En fait, Macron, il est quand même hyper fort. C'est que moi, je croyais que sa stratégie de nous épuiser, à ne pas nommer un Premier ministre, puis de nommer un Premier ministre complètement hors sol, je pensais que les gens allaient devenir dingues. Et en fait, c'est passé. C'est passé, mais comme une lettre à la poste. Ouais. Et le mec, il a une sorte d'ingénierie, de gestion de la foule et de la colère de la foule qui est extraordinaire. Je sais pas d'où ça vient. Non, en fait, ça marche tant qu'il est pas là, hein, tant qu'il est pas dans la foule en question, sinon c'est mort. Et puis il peut remercier le PS et pas que le PS, mais certains partis du NFP qui on leur a dit peut-être la destitution, ça vous dit de non nous on va pas parler de ça. Et faire une manifestation le 7, vous venez? Non on va pas se. En fait les gars ils sont pas contents. Non mais la manifestation, ils ont fait un truc. Non mais la manifestation elle est prévue début octobre, la vraie grosse manifestation avec tous les syndicats et tout là. Début octobre gars. Oui, bah c'était début octobre. Mais oui, mais c'était le temps qui remballe les gradins. Alors. Mais non, mais mec, je suis passé place de la Concorde, c'est un merdier. Il y a des gradins, il y a des barrières partout, il faut qu'ils libèrent la place déjà. Moi je suis allé à la manif à Bastille là. Franchement, il y avait de la place. Hein. On n'était pas trop serré, franchement. Il y avait de la place pour que d'autres mouvements rejoignent, tu vois. Mais bizarrement, non, ils ont dit non, mais nous on va voir ce que dit Barnier. Non les gars, énervez-vous à un moment donné, merde. Bah ouais.
Bon, là, en tout cas, aussi qui a été... En fait, enfin, dans le processus d'élection de Barnier, et c'est pas du tout un propos anti-Macron que je dis, c'est la réalité. Il y a vraiment eu un adoubement du RN, c'est-à-dire que Marine Le Pen a dit OK pour Barnier, il nous convient, tu vois. Et c'est quand même, enfin, c'est un peu dingue que cette situation arrive. Mais c'est la blague. C'est ça. On dirait que genre Macron il est obligé d'appeler Marine Le Pen pour dire j'ai le droit de faire ça ou pas. Non mais qu'est-ce qui se passe quoi? Je sais pas, ils ont pas été élus le RN, donc c'est quand même très très embêtant. Non mais de toute façon à partir du moment où tu as une élection avec des résultats qui sont ce qu'ils sont et des gens qui arrivent à te dire que le gagnant n'a pas gagné, déjà tu te dis bon ça y est. En fait on a quitté la raison, tu vois. Ah oui, là on est vraiment que dans le jeu d'appareil politique, on a quitté en fait le tangible et tout, on est sur autre chose, tu vois. Vous vous rendez compte que le mec le plus à gauche du moment dans les médias, c'est De Villepin? C'est incroyable. Mais lui, son arc de communiste, il est incroyable. Hein, attendez, Villepin, c'est un gars, je sais pas, il y a une page Wikipédia juste pour son discours contre la guerre en Irak qui est absolument exceptionnel. Et il a eu des positions historiquement très bonne. C'est-à-dire, après, bon, il a une gueule de mec de droite. Mais oui, c'est un droitard. Mais il a pas une gueule de mec de droite. Il a eu une politique de droite aussi. Bien sûr. Là, c'est le CPE. Oui, il a fait ces choses-là. Mais à l'international. Mais on se rappelle de lui comme nous n'irons pas en Irak. Voilà. Et donc, mais du coup, moi, je l'ai écouté à la fête de l'humain, là. Ouais. Je pense que je ferai un réact dessus demain, d'ailleurs. Mais j'ai dit, mais attends, mais c'est bien Dominique de Villepin, hein. C'est Dominique de Villepin, le Premier ministre de Chirac. Qu'est-ce qui se passe? On est où, là? En fait, il y a tellement de gens qui sont censés être de gauche qui ont des discours de droite ou de centre-droit. Et je suis là, mais De Villepin qui nous dit génocide à Gaza, De Villepin qui nous dit le NFP doit gouverner. Le début de son arc, c'est le génocide à Gaza, en fait. Quand lui il est parti là-dessus et qu'il a vu qu'en fait, absolument personne ne le suivait sur les plateaux de télé, il s'est dit merde. Foutu pour foutu. Ce qui nous séduit dans ces figures-là, c'est le fait que, aussi droitard qu'il puisse être, on a au moins l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est un tant soit peu respectueux des institutions. Ouais, qui est censé, Je crois que j'en avais déjà parlé, mais il y avait un discours de Jacques Toubon, qui est un ancien chiracien, qui était chiracien, par ailleurs, qui avait des casseroles au cul, je crois, en rapport avec la mairie de Paris. Comme tous les chiraciens. Il a été défenseur des droits pendant une période, et il y a vraiment une séquence, s'il y en a qui l'ont pas vu dans le chat, je les invite à la voir, qui est lunaire en commission des lois, où il se pose la question de savoir quel doit être le sort des mineurs étrangers sur le sol français. Ouais. Et il y a une meuf d'En Marche avec toute sa débilité issue de la société civile, toute sa médiocrité, qui dit non, mais les principes constitutionnels sur le fait qu'on ne peut pas enfermer les mineurs isolés, on peut les discuter. Et il y a Toubon, ancien chiracien, qui passe pour un antifasciste de circonstance en lui rappelant que non, le principe des principes, c'est qu'on ne transige pas avec les principes et que du coup, on ne tortille pas du cul pour savoir si on enferme des mineurs isolés, alors que manifestement, c'est anticonstitutionnel et ça va à l'encontre des droits de l'homme. Ouais. Et tu te dis, mais là, tu as face à toi des gens qui sont tellement débiles et médiocres qu'ils en sont dangereux, quoi. Ouais, mais et forcément, quand tu as un vieux chiracien qui connaît un petit peu les institutions, qui est un petit peu respectueux de ça, et le gars passe pour un gars de gauche. Marqué mémo. Comme le centriste, pardon, qui s'était opposé à la loi anti-casseurs, le gars de Liot, là, Charles de Courson. Marqué mémo. Ouais. Quand Barnier va monter son gouvernement, qui va se faire censurer et que ça va dégager, regardez bien qui ils vont proposer en Premier ministre. Je serais pas surpris que ça soit Villepin qui revienne. En mode, c'est un mec de droite, mais regardez, il est basé, la gauche, il l'a compris aussi. Ouais. Ça serait possible de faire des compromis, gna 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 gna, et hop. Mais c'est ce qu'il a dit. Je pense qu'il est peut-être pas contre ça, parce que quand il est passé à l'UMA, il a quand même parlé de gouvernement d'union nationale, de faire une alliance très large et tout. Donc je pense que lui il se dit peut-être que. En vrai, ça va être une prophétie autoréalisatrice. Je suis sûr que ça va arriver. Je suis sûr que ça va, parce que finalement le mec il est à peu près basé sur les grands sujets du pays, tu vois. Ils vont se dire ok, finalement Barnier ça le fait pas, vas-y ça dégage. De Villepin il peut rassembler tout le monde, tu vois. Ce qui est intéressant par rapport à la droite, c'est qu'on voit en observant la droite qu'il y a vraiment un problème de QI. C'est-à-dire plus les gens vont dans l'extrême droite, plus le QI baisse. C'est-à-dire que tu vois, on a un mec de droite, Villepin, qui est relativement intelligent, il a plutôt un discours qui penche à gauche. Un mec comme Ciotti qui est complètement con, il pactise avec le RN, tu vois. Et c'est vraiment,
Vraiment, le clan est en train de se faire. Il y a peut-être une scission d'ailleurs. C'est-à-dire, ils arrivent même pas à se parler. Moi, tu mets deux Villepin et Ciotti dans une pièce. Ils sont tous les deux de droite. Franchement, à mon avis, ils parlent pas le même langage. Ils sont pas la même capacité intellectuelle. Hein. Donc, ça va se jouer là-dessus. Je pense qu'à un moment, ils vont se dire bon, on préfère. Tu vois, il y a les gens de droite pragmatiques. Aujourd'hui, qu'ils aiment pas la gauche, c'est quelque chose, mais ils sont obligés de rejeter le RN. Le RN, il fait même pas leurs affaires, tu vois, pour tous les sujets qu'ils portent en avant. Ne serait-ce que parce qu'ils sont mauvais pour le business. Et il y a quelque chose que je voudrais dire. Le RN est mauvais pour le business pour les centristes. Ouais. Moi, je pense que le RN, c'est une enclume pour le business. Mais non, justement. Je laisse répondre. Ouais. C'est que Macron, qui est là, entreprise first, business avant tout, argent, là, depuis juillet, qui nous paralyse, il a fait un trou financier en France. Vous ne pouvez pas savoir. Les entreprises étaient paralysées. Game of Thrones en premier. Mais bon, voilà. oui, je m'en rappelle. Je m'en souviens. Mais même là en ce moment, pour parler de Macron, il y a un truc qui est un peu cramax mais un peu drôle, c'est que lui il s'est dit tiens les JO, tu sais un peu comme Homelander, tu sais quand il tue un mec dans The Boys et que tout le monde l'applaudit et qu'il sourit, tu sais il regarde, il comprend pas. Mais là Macron il a dit tiens les JO, les gens ils ont pas trop gueulé pendant les JO, ça va et tout. Du coup maintenant il veut que les JO ils durent toute la vie. Donc là, c'était hier ou aujourd'hui, je sais même plus où il y a eu la fête. Là, c'était l'after des JO. Ouais. Et là, maintenant, il veut que chaque année. C'était hier. Ouais. Maintenant, il veut que chaque année, il y ait la fête du sport, qui soit en fait un mini JO. Chaque année. Donc en fait, le gars, il s'est dit tiens, par le sport, je vais les niquer par le sport. Je peux peut-être les niquer. Du palais des jeux. N'empêche, alors, moi, j'ai pas regardé la cérémonie d'hier parce que j'étais à la Fnac pour vivre avec l'âme. Mais n'empêche que quand je suis parti de là-bas, là, je me suis retrouvé en vélo sur la rue de Rivoli. Et je dois vous dire que la patrouille de France qui passe à basse altitude en lâchant la fumée bleu, blanc, rouge sur la rue de Rivoli pendant que t'es en train de pédaler dans le soleil et tout, franchement, j'étais content d'être en France à ce moment-là. Après, bon, j'ai passé le périph' et c'était éclaté. Mais en vrai, là, je me suis dit quand même... merci Macron, quand même. Quand même, putain, la France, quand même. Problème avec les avions, toi, Daz. Hein ? T'as un petit problème avec les avions. J'ai un léger souci. Après, moi... Il a mis les objets phalliques dans le ciel comme ça. Non. Moi, président, la patrouille de France, ça serait des Rafales, les gars. Voilà, je le dis. Moi, ça serait pas des Alpha Jet de connards, ça serait des vrais Rafales, des vrais avions pour adultes, tu vois. Mais bon. Il y a eu un reportage très intéressant sur France Info sur pourquoi Macron a fait cette fête du 15 septembre sur le sport et pourquoi d'ailleurs il va laisser un stade ou deux ou je sais pas quoi. Ouais, puis les anneaux olympiques. C'est qu'en fait, il est en train de préparer sa sortie et que il voudrait que dans 15 ans, ce soit, tu sais, c'était la fête de la musique, c'est la fête de machin, mais qui est la fête de Macron, tu vois, qu'il ait laissé voilà, il laissait quelque chose dans le paysage temporel, et également un monument, tu vois. Mitterrand, il a laissé la pyramide du Louvre, ainsi de suite. C'est plutôt ça. Voilà, putain. Mais en fait, il est dans une sorte de auto-fiction, Macron. Enfin, comment dire, il est perçu. J'ai l'impression qu'il pense que les gens l'aiment, qu'il est le président préféré. Il est complètement délu. Ouais, je crois qu'il est persuadé d'avoir tué le game en France, alors qu'en fait, les gens le détestent, quoi. Il méprise un peu, parce qu'il parle du raclure par des gilets jaunes, il méprise un peu ses opposants. Mais là, le reportage France Info continuait en disant, de toute façon, quand on arrive aux dernières années du deuxième mandat, le président et l'Élysée ne pensent qu'une chose, c'est l'héritage du président. C'est-à-dire qu'il n'est plus en train de construire la France, puisque évidemment, il a plus d'objectifs long terme. Il veut juste laisser des monuments qui, dans 5-10 ans, seront encore là. Et voilà. Il veut avoir une rue à son nom, et ainsi de suite, tu vois. Putain. Non, franchement, on est dans la merde. Bon, on verra. La merde, les gars. Tu sais, Samo, on se plaint, mais. On n'est pas la Corée du Nord. Hein. Non, mais qui sera le prochain ou la prochaine présidente, hein, je veux dire, moi, je sais. Le prochain président, c'est Mélenchon. Que sous Sarkozy, j'avais la tête dans les mains. J'étais là en me disant la guerre en Libye. Je disais, mais ce mec est. Enfin, la droite décomplexée, le Fouquet, vous vous souvenez ou pas? J'étais là en mode, mais vraiment, on n'a que des crétins, tu vois. J'ai vivement le prochain. Mais mon gars, je veux dire, c'est comme les Star Wars. Hein, le dernier président, il était meilleur que celui actuel, tu vois. Ouais. Mais franchement, Hollande a réussi à passer pour un mec cool et se faire réélire et retourner dans le jeu parce que Macron est tellement détesté. Enfin, franchement, franchement, Macron, il a réussi à rendre Hollande cool, quoi. C'est un truc de fou. Enfin, cool. Pas pour moi, mais pour des gens. Quand Hollande, il a voulu revenir là, quand il y a eu le game des premiers ministres.
enfin, personne n'a été dupe. Hein. Il a été extrêmement critiqué sur Internet. Donc, ouais, mais Internet, voilà quoi. Internet, en fait, ça sert qu'à faire avancer l'extrême droite. Hein. C'est ce que j'ai remarqué. Hein. C'est que quand c'est la gauche qui utilise Internet, ça marche jamais, ça va nulle part. Mais quand c'est l'extrême droite, t'as 3 connards qui postent dessus, eux, ils sont relayés, et le peuple s'est exprimé. Fou, hein. Bon bah ouais, non, mais c'est incroyable. Hein, mais, c'est dingue. Hein. Est-ce que Macron a laissé un truc positif ou pas? Parce que tu vois, par exemple... Son compte en banque? Ouais, c'est tout. Hein. Hollande, il a fait le mariage pour tous, on est d'accord? Ouais. Voilà, c'est ça. Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la guerre en Libye, ça c'est pas très bien. Il a fait une loi sur les héritages. Sarkozy, les juristes, ils diraient qu'il a fait la QPC, question prioritaire de constitutionnalité, qui est un truc, je crois, plutôt apprécié des juristes de gauche. Ouais, ok. D'accord. Ouais. Donc voilà, est-ce que, tu vois, moi je pense que Macron, ce qui serait bien, c'est qu'il parte. Macron, il a fait le SNU, il a fait les uniformes. Ouais. La Baya. Ouais. Alors, dans le chat, on dit le Grenelle de l'environnement. les classes doubles, oui, aussi. Allègement des droits de succession. Non, c'est vrai, il a fait ça? Non, c'est Sarkozy qui a fait les allègements de droits de succession. Non, c'est pas Macron qui a allégé les droits de succession encore, là? Ouais, c'est possible, je sais pas. Il a fait le pass culture, ouais, certains disent. Le pass culture, putain. Ah, le vraiment, culture. Genre des chèques cadeaux. Le gars, il vous a littéralement donné des chèques cadeaux et c'est ça son héritage, putain. Mais voilà. On a un président qui fait des Wonderbox, putain. Ouais, c'est ça. Ah, attends, l'impôt à la source et l'avortement. Il a fait des Wonderbox. Ouais, génial, merci, on a acheté des mangas. L'impôt à la source et l'avortement, nous dit Nunu 46, que je salue bien bas, évidemment. Macron fait l'avortement. Une des meilleures personnes du chat. Vous vous souvenez que la question de l'avortement, c'est LFI, c'est Mathilde Panot. Oui, mais la constitutionnalité. Oui, mais c'est lui qui l'a validé. Bah d'accord. Ok. Bah en fait, la gauche fait rien dans ce pays, de toute façon, c'est qu'il y a que Macron, c'est sous Macron. Non, mais la gauche, c'est pas ça. La fin de la peine de mort. Ça sera sous son mandat, n'empêche. C'est ça la question. La question, c'était ça. On est d'accord. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Il y a aussi un truc, c'est qu'il a transformé l'ISF, l'impôt sur la fortune, en l'impôt sur la fortune immobilière. Bon, moi, ça m'a fait perdre mon appartement à Paris et bon, je vais voir le duc, mais je sais pas si c'était bien, ouais. C'est parti d'une bonne action, j'imagine. Et les 100 milliards de dettes de Bruno Le Maire aussi. Les 1000 milliards de dettes de Bruno Le Maire. Ouais. Pas mal, hein. Oui, c'est juste que c'est sur son mandat, mais ça reste un FDP, nous dit Nunu 46, décidément une des personnes les plus basées de ce chat. Bravo à toi. Ouais, Nunu 46, force. Hein. C'est qui vous l'aimez, Nunu 46, mais on le connaît ou pas? Je sais pas. C'est ma meuf. Ah, d'accord. C'est 46 ans aussi ou elle vient du 46? Non, elle vient du 46. Non, elle vient pas du 46 d'ailleurs. Oui, si elle a des origines 46e, mais en vrai, ça vient pas de là. 46e. Ça vient pas. Oh, et regardez, Okepimala, il offre un abonnement à Nunu 46 parce que cette personne vit avec moi mais ne s'abonne pas à ma chaîne, bien sûr. Mais tu sais que j'aime bien ce truc de dire des origines 46e, genre origine 9/4e. Bah bien sûr. Ouais, j'aime bien. Bien sûr. Je vais me l'accaparer ce truc-là, je vais le dire. Mais oui. Ici, c'est 55 Meuse. Voilà. 55 yens La Meuse, voilà. Ouais, 55 yens. Dur, force à toi. Je crois que JB, il est breton. Donc, est-ce qu'il est finistérien ou... Finistérien, ouais. Je viens d'un tout petit village de pêcheurs que j'aime de tout mon cœur. J'y suis allé cet été. Ça va, on connaît. C'est en train de devenir la croisette. Le prochain été où j'y vais, je crève les pneus des 4x4. J'en ai rien à alors JB, j'ai une question. Tu sais quoi, sur un compte TikTok, genre JB masqué, un truc comme ça, on sait pas qui t'es, tu vois. Et voilà. Mais JB, j'ai une question à te poser, juste pour tester un truc. Est-ce que tu as un drapeau breton chez toi? Non. Ok, je suis vraiment pas très à l'aise avec le chauvinisme breton, enfin le régionalisme breton, quoi. Donc... Ok. Moi, je suis de gauche, mais un peu chauve. C'est à Brest, je crois, où qu'il y a eu pour la dernière fois des ouvriers qui se sont fait tirer dessus en manif par la police. Ah merde. Il me semble que c'est à Brest. Ouais. Pas mal. On en parlera une prochaine fois, JB, mais moi... J'aime pas trop les Corses, j'aime pas trop la Corse, mais je suis ultra solidaire des Corses qui vit un peu ce que va vivre la Bretagne bientôt, c'est-à-dire d'avoir ces Parisiens qui arrivent en Corse, comme s'ils étaient Corses depuis toujours, et qui construisent illégalement des maisons, mais comme ils sont ultra haut placés, les maisons elles sont en full littoral, il n'y a aucun problème, et après qu'ils disent, mais attendez, vous mettez des bombes les Corses, qu'est-ce qui vous prend? Je ne comprends pas, tu vois. Donc, vraiment, quand tu connais le fond de l'histoire, mais les gars, tu vas poser la bombe toi-même quand tu connais le fond de l'histoire. Donc, non, mais en plus, ce que je trouve ouf sur ça, c'est que tu vois, sur les questions de gentrification, moi, en fait, mon père est parisien et ma mère est marocaine, donc aucun des deux n'est breton. Donc, il y a un moment donné où ils sont venus emménager en Bretagne et où
je veux dire, la question, c'est pas, je suis pas en train d'avoir un discours identitaire de les Bretons de souche, c'est les meilleurs ou quoi, tu vois. Mais du coup, arriver sur un territoire, ça doit se faire en ayant conscience de ce qu'on amène sur le territoire, en y étant présent, de est-ce qu'on y amène du bien, est-ce qu'on contribue à modifier des choses, etc. Et en fait, le problème, c'est pas qu'il y ait des gens qui aiment la Bretagne, c'est très bien qu'il y ait des gens qui aiment la Bretagne, c'est une région qui est merveilleuse. Mais moi, le village d'où je viens, c'est vraiment un village. C'est vraiment un village plutôt pauvre, c'est très très rural, c'est-à-dire tous mes potes de collège et de lycée, ils sont soit dans l'agriculture, soit dans la pêche, soit dans la cuisine, c'est pas du tout vers des formations universitaires. Et en fait, ils ne peuvent plus se loger dans le village où on habite à la base. Ils sont obligés d'aller vraiment beaucoup plus loin dans les terres parce qu'en fait, tout se fait racheter par des Parisiens ou des gens du Sud-Est qui ont des maisons avec les volets qui sont fermés la moitié de l'année. Il n'y a plus de maison de la presse. Tu vois, bon, bref, c'est des dynamiques de gentrification. C'est très vieux, mais c'est vrai. Et en plus, moi, normalement, la gentrification, ça implique qu'il y ait des gens qui vivent là quand même. Ils font monter les prix, mais normalement, la gentrification, c'est des gens qui font monter les prix, mais qui vivent là où les prix ont monté. Et puis, il y a des magasins de trucs éco-responsables, et tu vois. Mais ils sont là. Évidemment, mais il y en a. En fait, il y a les deux. Il y a les deux, quoi. Tu as des gens qui vont être là la moitié de l'année juste pour l'été. Et tu en as d'autres qui vont rester là à l'année. Et vraiment, j'ai croisé, on avait une famille d'enfants, les voisins qui sont une famille d'amis d'enfance. Le daron de cette famille, c'est vraiment le plus gros débrouillard que j'ai jamais connu de ma vie. Je crois que je l'ai vu réparer des dizaines et des dizaines de bagnoles en quelques années. Et vraiment famille ultra prol. Et je l'ai croisé dans le bled d'où je venais cet été. Il me disait, t'as vu, c'est vraiment devenu la croisette ici. Et pour que eux le formulent, c'est vraiment qu'ils ont la sensation que l'endroit change. Et bon, bah voilà, en fait, le sabotage du SUV, c'est une stratégie qui est élémentaire. Mais que personne ne fera ici, mais si ça arrive, on va pas pleurer. Voilà. Comment ça, personne ne fera ici? Non, mais oui, bien sûr, personne ne fera ça, bien sûr, personne n'encourage à le faire, bien sûr. Oui, mais c'est dommage que ça arrive, hein. Une banane dans le pot d'échappement, vraiment, ça serait triste que les gens se rendent compte que ça marche, quoi. Hein. En vrai, si un jour vous voulez ouvrir un Discord et passer dans la résistance et faire un club privé de résistants, moi j'ai envie de changer de métier, donc why not. Donc, cela ayant été dit, c'est l'heure des recos, ça fait presque 2 heures que nous parlons ensemble. Alors bien sûr, alors moi j'ai une reco tout de suite maintenant et pour les siècles des siècles, c'est ce documentaire sur un jeune créateur de contenu qui a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il s'appelle DJ Mehdi, il est mort il y a 11 ans. Eh oui les gars, il est mort il y a 11 ans et c'est un gars qui a apporté énormément à la musique française, mais également mondiale, aussi bien hip-hop que électro. Et le documentaire que j'ai commencé à regarder, moi j'avais les larmes aux yeux pendant le premier épisode, parce que vraiment, voilà, les plus jeunes vont pas comprendre, mais c'est notre génération, c'est vraiment nous là, et ça fait archi plaisir de voir que ce mec-là, il a enfin le crédit, parce qu'il est connu dans les cercles musicaux, évidemment, mais le grand public est pas forcément au courant de tout ce qu'il a pu faire. Donc je vous conseille de regarder ça, c'est sur Arte. On stan Arte, bien entendu. Voilà, donc il y a 6 épisodes. Regardez-le. Même si vous aimez pas ni le rap ni l'électro, mais que vous aimez bien genre la France, regardez-le et vous allez comprendre ce qui s'est passé sur ces 30 dernières années dans le pays. Et enfin voilà, ça parle de tout et de musique et c'est super cool. Voilà. C'était Marocco. À vous les studios. Vas-y. J'ai vu en replay sur Arte toujours, Stan Arte donc, un film qui s'appelle, je l'avais jamais vu donc. Il s'appelle comment? Il s'appelle Macadam Cowboy. Ah oui. Film de 1939 sur la prostitution masculine et le fait de chercher son orientation sexuelle et tout, plus ruralité, urbanisme. Le film, il est ultra en avance, incroyable de voir ce film. Dustin Hoffman est incroyable, Jon Voight est incroyable. Jon Voight également, bien sûr. La bande son aussi, c'est une musique qui s'appelle Everybody's Talking, que vous avez entendu 1000 fois. Quand vous l'entendrez, elle est incroyable. Le film est oufissime. Voilà. Macadam Cowboy. Macadam Cowboy, Midnight Cowboy en anglais, c'est le seul film classé X qui a obtenu un Oscar du meilleur film. Voilà. Ok. Donc, incroyable. Sur arte.fr. Voilà, sur comment ça s'appelle ? En gros, en TLDR, c'est un mec du Texas qui est beau gosse, tout ça. Bon, il a un passé.
et il va à New York en mode je suis beau gosse, donc je vais me taper des vieilles riches et je vais gagner ma thune. Et en fait, pas du tout. C'est pas ça qui arrive. Il va découvrir l'enfer de la prostitution et de la prostitution masculine, et voilà. Et ça va mal se passer. Alors à vous, les gars. Moi j'ai 2 recos, une très rapide et une un peu plus costaud. Vas-y. La première, c'est la plus costaud. C'est un film qui sort le 18 septembre, qui s'appelle Ni chaîne ni maître. Ni chaîne ni maître, qui est un film réalisé par Simon Moutaherou, qui est à la base des scénaristes, qui a bossé sur beaucoup de gros films qui ont été même nominés au César et tout. Et son premier film en tant que réalisateur. Ça parle de quoi? Ça parle de l'île de France. C'est-à-dire l'ancien nom de l'île Maurice, et ça raconte l'histoire d'une famille, d'un père et d'une fille, qui sont esclavisés, retenus, bien évidemment, déportés, retenus contre leur gré sur une plantation, et un jour, il va se passer plein de choses, et un jour, la fille va fuguer, pour éviter d'être violée par le maître, et va fuir dans la forêt à la recherche d'un lieu dont elle a entendu le nom comme une rumeur. Et le père, qui est un ancien sorcier dans son village en Afrique, va partir à sa recherche, et il va être poursuivi par une chasseuse d'esclaves incarnée par Camille Cotin. Le maître, c'est Benoît Magimel. Oui, j'ai vu le nom de Benoît Magimel sur l'affiche. Voilà. Ok. Et en fait, le film, il est incroyable. Moi, je l'ai vu donc en avant-première. D'ailleurs, c'est marrant. Il y avait Fari, il y avait Kevin Razi, il y avait Kerry James, Karine Guioc. Enfin, il y avait un peu tout le. Il y avait aucun Mauricien, par contre, ça m'embête un peu. Mais devait en avoir. Moi, personne m'a appelé en tout cas. Hein. Alors que les recherches en généalogie prouvent qu'on y était vraiment. Hein. Voilà. Le film, il est incroyable. Ibrahim Mbaye et l'actrice qui joue le rôle de sa vie, dont j'oublie le nom, c'est les 2 principaux. C'est Anna Tchandoum, non? Ouais, ah oui, c'est ça. Ah bah t'as le... Ok. Ouais, le truc est sûr. Incroyable, j'avais jamais vu au cinéma, j'aime pas quitter ces gens, quand c'est leur premier film. Ils sont d'une intensité, d'une vérité. Voilà, le film est très dur. Et il traverse des thématiques sur la spiritualité, sur le besoin de liberté, sur la famille, le rôle de la mère aussi. Enfin bon, bref. Je crois que c'est un film très important. Je crois que j'ai assisté à un moment historique du cinéma en allant le voir. Carrément. Ouais. Et je pense que tout le monde dans la salle a fait 10 minutes d'applaudissements à la fin. Tout le monde était debout et tout. C'était Benoît Magimel, ok. Parce que lui, normalement, il a tendance à bousiller les films dans lesquels il est. Donc, Ah, ben lui, je crois qu'il a pris du plaisir à dire le N-word. Ah, bah oui, j'imagine. Il y avait beaucoup de N-word dans ce film. Au début, j'étais là, wow, ok. On n'est pas sur Twitch. Ouais. Est-ce que tu as vu Pacifiction, Samo? Pacifiction, ça te dit rien? Non. C'est un film qui a été un peu remarqué à Cannes récemment. C'est avec Benoît Magimel et ça se passe en Nouvelle-Calédonie. Oui. Et non, en Polynésie française. Et sur les essais nucléaires. Exactement, mais c'est plus sur un politicien blanc en Polynésie, quoi. Voilà. Oui, mais Benoît Magimel fait des choix politiques. Il a joué dans Marchand de sable aussi, qui était assez incroyable. Je vous conseille. Ça demande dans le chat, pardon, à partir de quel âge ce film-là? Est-ce que 12 ans, c'est pas un peu tôt quand même? 12 ans. Je pense qu'à 12 ans, tu peux voir, mais il faut cacher les yeux à des moments, par exemple, les moments de sévices sur les esclaves, hein, c'est-à-dire les punitions. C'est montré vraiment... tu vois les choses, tu vois le sang, tu vois la chair. C'est graphique, ouais. Ok. C'est graphique, on te cache pas les choses. Par contre, je pense qu'en termes d'éducatif... D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti, la novélisation du film est sortie. Et je pense que dans les écoles, on pourrait le faire. Mais c'est un film quoi? C'est un film français, ça? Ouais. Alors, c'est le tout premier film français financé par le CNC, par les gros studios, en fait, sur l'esclavage. Pourquoi l'île Maurice? Parce que dans l'esprit des gens, c'est pas forcément là. Voilà. Eh ben, moi, je reçois Simon Moutaherou en interview mardi matin sur Twitch à 10h30. Ah, très bien. Et peut-être accompagné d'une actrice, hein, peut-être. Et on parlera justement des choix qui ont été faits. Mais voilà, c'est le premier grand film et qui n'est pas une comédie comme cette merde de Casse Départ, hein, je le dis. C'est une comédie qui n'est pas un drame sur un moment dramatique, et c'est bien fait, c'est beau. En plus, visuellement, c'est extrêmement beau.
Extrêmement. Ah bah c'est l'île Maurice, hein, après. Ah ouais, bah franchement... les gars, banger, hein, on vous le dit depuis le départ. C'est bizarre de dire ça sur l'esclavage, mais j'ai vu l'île Maurice, j'ai dit, mais je veux absolument y aller, c'est trop beau. Ah bah oui, il faut y aller, n'hésitez pas à y aller, et contactez-nous, on a des connexions. Merci Samo pour cette reco. Putain, pour l'instant, on est quand même sur un streak de reco culture plutôt qualitatif, là. JB, accroche-toi, mais toi, tu vas nous sortir un bouquin d'un philosophe communiste. Le dernier Assassin's Creed. Alors, ça s'appelle Comment saboter un pipeline. C'est ça ou pas? Oui, écrit par Zelensky, non? D'Andreas Malm, qui est suédois, je crois. Ça coûte pas très cher, c'est un tout petit bouquin, ça se lit très bien. Non, mais t'es sérieux? Ouais, je suis en train de taper, c'est exactement ça. C'est une reconnaissance, incroyable. Recommandation strictement universitaire. C'est à La Fabrique, voilà. Voilà, les éditions La Fabrique. Incroyable. Les éditions La Fabrique, c'est vraiment les éditions, comment dire, des éditions trendy dans la gauche, à gauche. Et donc, il est question de modalités nouvelles et contemporaines de lutte à gauche, avec aussi une petite histoire de ces actions qu'on appelle le sabotage. Alors évidemment, d'un point de vue strictement universitaire, abstrait, vous voyez, très éloigné, très distancé, c'est intéressant de savoir que ces choses existent. C'est de la culture, quoi, tout simplement. Ouais, mais ok. En général, sans jamais chercher à l'appliquer ou à imaginer ça encore possible, voilà. Comment saboter un pipeline de Andreas Malm. Très bien. Et donc, Samo, t'avais une deuxième reco. C'est très court. Ouais. Oui, non, c'était la petite reco, c'est Politiscale. Politiscale. C'est un site pour pouvoir faire comment dire, se positionner politiquement sans parler juste de parti PS, machin. Vous avez pas déjà fait ce truc-là pour les législatives, là? De qui êtes-vous le plus proche? Politiscale? Alors, non, ça c'est un autre truc. C'est un peu plus, c'est un peu plus détaillé. Et par exemple, j'ai découvert que j'étais à 17% nationaliste et conservateur à 7%. Et communiste à 76%. Ah, ok. Révolutionnaire à 62%. Ah, c'est-à-dire, oui, ça te note sur tous les trucs et pas un seul bord. Ouais, ok. Ah, c'est vachement bien. Moi, j'ai kiffé faire ça en live avec le chat. Et on a fait. Je mets le lien dans le chat. Politiscale.fr. Hop. Ah, c'est pas mal ça. Je découvre qu'il y a stream aussi, je pense. Il y a un film adapté du livre suggéré par JB. D'accord, qui s'appelle. Exact. Ouais. On sait pas comment il s'appelle il s'appelle Sabotage, il date de 2012 et je viens voir la fin, tout le monde va en prison. Ah merde. Voilà, merci pour tout. Ok. Alors, les amis, c'est le moment de nous quitter. Évidemment, on va lancer un raid sur une chaîne sympathique. Bah, Zul The Render, on va la raider pour une fois, voilà. Ah, elle est live, Zul? Elle est live? Non, elle est pas live, c'était pour la faire chier. je te taquine, Zul, ok? C'était pour te taquiner. Je vais pas vous embêter et tout, mais Zul The Render dans le talk du dimanche. Bah, pourquoi pas, hein. Ouais, si elle veut, hein. Bah, en vrai, j'y pensais en voyant son blaze. Bah ouais. Tu nous envoies un DM avec ton mail. Franchement, moi j'aime bien Zul. Ouais, Zul, si t'es OP, let's go, hein. Moi, je suis complètement d'accord. À voir quand même, mais... Oui, c'est par mail, Zul. À voir quand même. Ça se fait par mail. Non, mais j'explique pourquoi. Uniquement par mail, le dimanche matin. On aime Zul The Render, mais il y a une équipe, et quand on fait venir quelqu'un de nouveau, il faut demander à l'équipe, c'est tout. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y a de grandes chances qu'elle soit acceptée, il n'y a pas de problème. Du coup, là, en attendant, on raid qui, bordel de merde? Ah, bah, il y a Camus. Allez, hop, ça part chez Camus, il est tout seul. Parce que sinon, il y a Amine chez moi, mais il a 80 000 specs. Je pense que c'est pas la peine de lui en donner 3 de plus. C'est un petit streamer. J'ai une question. Le but, c'est d'envoyer à des gens que vous connaissez ou d'envoyer vers des petits streamers? Non, vers des petits streamers et qu'on connaît, tant qu'à faire. Il y en a un que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle la Psychothèque. Samo, ça te parle ou pas? Psychothèque. Ah bon, parce que peut-être qu'on suit. T'écris ça comment, toi? La Psychothèque. C'est un peu lourd, mais c'est un vulgarisateur psycho. Ah, ça me tient. Putain, React à faire Mazan et incestualité. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le sujet est pas fou. Ah bah let's go, let's go. Moi ok. L'affaire Mazan, on n'est pas prêt pour en parler. Hein. Ça a l'air d'être un gars très chouette. Donc, allez, ça part chez la Psychothèque. J'espère qu'il appréciera le truc parce que des fois, quand ils ont pas beaucoup de viewers, ça. Ah mais oui, je le connais, oui. Bon bah voilà. Très bien. Alors attendez, merde. On a lancé le raid ou pas? Ouais. Alors juste, du coup, parce que je fais quand même mes devoirs.
Je remercie Astronautix pour le Prime, je remercie Beat the Break pour le 3e mois d'abonnement, Jouelu pour le 5e mois de Prime, Lyris Smart pour le 7e mois de Prime, Mumac pour le Prime, Jean-Régis de Sorel pour le 32e mois de Prime, Mascas pour le 10e mois de Prime, Cards 971 pour le 27e mois de Prime, je remercie donc Okepi Malin pour le sub offert à Nunu, Zulzorander pour le sub offert à Léo The Tron, 4 Kiro, 29e mois d'abonnement, merci la famille, Badawan qui a offert 5 subs à des gens qui ne le méritent pas, et évidemment Je te dose pour son 6e mois de sub, merci beaucoup. On se retrouve pour ma part dès demain en stream, il y aura un planning qui sera sorti demain matin en fin de matinée, évidemment on ne le respectera pas sur toute la semaine, mais au moins il aura le mérite d'exister. Je vous laisse faire votre pub, donc Samo, ça réacte, non ça interview un metteur en scène mardi. Ok, JB, ça joue au piano quand moi, la rentrée a commencé hier. Encore une fois, si les gens veulent apprendre le piano gratuitement toutes les semaines, sans solfège, avec du répertoire Ghibli jeux vidéo, il y a toutes les infos dans un tweet épinglé sur mon compte JB Pianiste. Très bien. Et toi, Fibre, et merci Red Jazz pour le sub offert aussi. Demain, je fais une enquête policière sur ChatGPT dans l'après-midi. Voilà. Ok.